Le stress au travail. Quel étrange phénomène. On a commencé à en parler dans les années 70 du siècle dernier, de manière étonnante, alors que justement les conditions de travail s'amélioraient. Que le temps que l'on consacrait au travail progressivement diminuait dans tous les pays du monde, que dans les usines, les machines remplaçaient l'homme pour les tâches les plus pénibles, et que les ordinateurs commençaient à envahir les bureaux pour nous aider à résoudre les activités les plus complexes. Ce paradoxe n'était qu'apparent, car si la pénibilité physique progressivement disparaissait au travail, on voyait apparaître de plus en plus fort une autre pénibilité, la pénibilité psychologique. Et l'on s'apercevait que le travail, avec les contraintes de plus en plus fortes sur le psychisme et peut-être un peu moins fortes sur le corps, commençait à représenter un risque réel pour la santé et pour le bien-être des salariés. C'est très tardivement que la France a pris conscience de la réalité de ces problèmes. Elle a voté, au début des années 2000, une première loi sur le harcèlement moral au travail. Mais le harcèlement moral ne représente, et on le verra, qu'une des parties du problème du stress au travail. Puis sont survenus des suicides dans le monde du travail. Tout d'abord dans l'industrie automobile, ensuite chez un grand téléopérateur. Ces suicides ont profondément marqué non seulement le monde du travail, mais aussi la société française. Ils ont été extrêmement médiatisés et ils ont abouti, en 2008 seulement, à un accord qui a été signé par les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants du patronat français et les représentants des salariés français. 2008. Rendez-vous compte que c'est en 1977 que le Danemark signait ses premiers accords sur le stress de travail avec les partenaires. Donc nous avons énormément de retard sur la prise en compte de ces phénomènes. Et c'est de la manière la plus dramatique qu'ils ont été abordés, à savoir la souffrance, le harcèlement, les suicides. Dans les pays scandinaves, dont je parlais précédemment, ces problèmes ont été abordés non seulement en termes de bien-être des salariés, d'épanouissement au travail, mais aussi en termes de performance économique. Comment peut-on imaginer, en effet, que des salariés qui sont mal dans leur peau au travail puissent être efficaces en termes de performance et de résultats d'une entreprise? Cette marque originelle continue beaucoup à marquer notre pays. Mais ce qu'il est important peut-être de souligner dès maintenant, c'est qu'à la base, le travail est bon pour l'individu. Le travail est donc un facteur essentiel à la construction d'un individu. Il ne sert pas simplement à gagner sa vie, comme on dit, mais il sert à se réaliser, à développer, j'allais dire, le sentiment d'estime de soi, à développer son sens de l'utilité dans une société, à développer des relations avec les autres, en un mot, à s'intégrer dans son environnement social. Et donc ce travail, qui représente quelque chose de si fort, ne peut pas être systématiquement associé à la souffrance, au malheur, à la maladie, à la pénibilité. Je vais vous parler longuement aujourd'hui du stress au travail. Mais je crois qu'il est important, dès à présent, de comprendre qu'il y a un stress sans doute encore plus pénible, qui est celui du non-travail. Toutes les études scientifiques le montrent. À tout autre facteurs égaux, comme disent les statisticiens, parce que, évidemment, quand on ne travaille pas en général, on a moins de revenus que quand on travaille, mais si on harmonise tous ces facteurs, on s'aperçoit que le travail est protecteur de la santé. Les gens qui ne travaillent pas ont beaucoup plus souvent des dépressions, des suicides, des maladies cardiaques, des troubles de santé. Donc le travail est protecteur. Et ce qu'il faut bien répéter avec force, c'est que ce n'est pas le travail qui est mis en question. Ce sont les conditions dans lesquelles aujourd'hui le travail est réalisé. Car si avec vous je vais parler aujourd'hui du stress au travail, il faut savoir qu'il existe sans doute un stress encore plus pénible, encore plus dur, c'est le stress du non-travail. Fort heureusement, le stress au travail est devenu un vrai sujet de débat au sein des entreprises. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Trop longtemps, nous étions dans un déni complet. Le stress, on en parlait autour de la machine à café,
Les salariés en parlaient entre eux, le soir, auprès de ses proches ou de ses amis. Mais que faisait l'entreprise? Quasiment rien. Pourtant, le stress au travail représente un enjeu considérable. Et les pays qui sont très en avance sur nous par rapport à cela l'ont bien compris et ont développé depuis fort longtemps des stratégies efficaces pour le réduire. Ces enjeux du stress au travail peuvent être regroupés en 3 grands domaines. D'abord, des enjeux sur la santé de l'individu. Il ne fait plus aucun doute aujourd'hui que le stress au travail fait mal aux individus. Et je ne parle pas simplement de la souffrance, de la détresse psychologique, du fait qu'ils arrivent au travail en se sentant mal dans leur peau, qu'ils repartent encore plus mal, qu'ils se sentent en un mot absolument dans un mal-être profond. Mais il fait mal aux individus parce qu'il est responsable de maladies. Depuis des décennies, les chercheurs en médecine ont bien établi les liens qui existent entre le stress, et en particulier le stress au travail, et l'apparition des maladies. Le stress, même s'il n'est pas l'unique cause, est un des facteurs les plus puissants pour expliquer la dépression, pour expliquer les suicides, pour expliquer les épuisements, le burn-out, mais aussi pour expliquer des maladies physiques. Depuis très peu de temps, ça fait quelques années seulement, on sait avec certitude que le stress au travail est tout aussi dangereux pour le cœur que le tabac ou le cholestérol élevé. Donc le stress est un des facteurs fondamentaux des problèmes de santé publique aujourd'hui dans notre pays. D'ailleurs, les consultations hospitalières dédiées aux pathologies professionnelles, depuis quelques années, sont principalement orientées sur ce qu'on appelle les risques psychosociaux et le stress. Pendant longtemps, les consultations de pathologies professionnelles étaient liées à des problèmes dermatologiques, par exemple les cimentiers qui ont évidemment des irritations de la peau, ou des problèmes pulmonaires ou respiratoires, quand on travaille dans une menuiserie avec toutes les sueurs qu'on peut inspirer et qui peuvent altérer la fonction pulmonaire. Mais maintenant, c'est le stress qui représente le premier risque pour la santé des salariés. Mais les enjeux ne sont pas simplement humains, car le stress fait aussi mal aux entreprises. Et là encore, les enjeux économiques sont considérables. Les nombreuses études publiées depuis une dizaine d'années à travers le monde montrent que le coût du stress est considérable. Aux États-Unis, par exemple, on estime qu'il se situe entre 300 et 500 milliards de dollars par an. Les études réalisées dans quelques pays européens, et malheureusement la France a très peu contribué à ces travaux, indiquent que le coût du stress au travail pourrait être de 2 à 3% du PNB. C'est considérable. Et on voit bien à quel point le stress au travail nuit à la compétitivité des entreprises. Et lorsque les pays recherchent à augmenter leur compétitivité dans cette lutte évidemment farouche de productivité, d'efficacité économique, elles oublient, ces entreprises, que le stress au travail est un des facteurs importants. Absentéisme, perte de productivité, baisse de la qualité, erreur dans le travail, diminution de la motivation, ce sont des effets du stress au travail qui impactent directement la performance de l'entreprise. Et ce que aussi quelques entreprises qui ont mené des études à ce sujet savent bien, c'est que s'occuper du stress rapporte. Ce sont là les bonnes nouvelles. En Europe du Nord, de nombreuses entreprises ont calculé que d'investir dans la prévention du stress au travail rapportait énormément. Chaque euro que l'on dépense à améliorer le bien-être, à lutter contre le stress, à aider les individus à gérer du stress, permet de ne pas en perdre 3. C'est un retour sur investissement, comme disent les financiers, de 1 sur 3. C'est considérable. On voit donc à quel point, économiquement, si ce n'est pas humainement, il est important de s'intéresser au stress du travail. Enjeu humain, enjeu économique, enjeu juridique. Depuis quelques années, les tribunaux ne sont pas tendres avec les entreprises confrontées à de problèmes de stress majeurs et qui ont vu leurs salariés s'effondrer, parfois mourir au travail avec les suicides ou les burn-out ou les épuisements.
les condamnations ont été très dures. Le Code du travail indique très clairement que le premier devoir de l'employeur, c'est de ne pas altérer la santé de ses salariés. Et récemment, des décisions de la Cour de cassation ont montré l'obligation des employeurs à prévenir toutes ces pathologies liées au stress. L'obligation de résultats et pas simplement de moyens en termes de santé au travail a été réaffirmée à plusieurs reprises dans le droit français. La faute inexcusable, la reconnaissance en accident de travail, voire en maladie professionnelle, fait que le stress au travail a des conséquences juridiques énormes pour les entreprises. On voit bien à quel point ces enjeux sont de taille. Et on comprend tout l'intérêt qu'ont non seulement les entreprises, mais les salariés eux-mêmes, à s'y intéresser et à lutter très efficacement contre ce que certains ont appelé le mal du siècle, le stress, et principalement le stress au travail, car toutes les études aussi montrent que de tous les stress que l'on rencontre dans la vie de tous les jours, de la vie personnelle et de la vie professionnelle, c'est celui qui est lié au travail qui est le plus présent et le plus impactant et le plus dangereux pour les salariés. Qu'est-ce que le stress? Tout le monde a son avis sur la question. Car le mot stress, ce petit mot, est utilisé par tout le monde. Et étonnamment, c'est un mot universel. Je ne sais pas s'il existe une seule langue sur notre planète où ce mot n'existe pas. Il est prononcé évidemment de différentes façons, suivant les pays et les langues, mais ce mot est universel. Et ce mot, qu'on pourrait penser appartenir au langage de Monsieur Tout-le-Monde, j'allais dire au café du commerce, en fait est un concept scientifique puissant. Il appartient à la science, et non pas à Monsieur Tout-le-Monde. L'histoire du stress, ou en tout cas de sa mise en évidence, car on imagine bien que le stress a toujours existé. Mais l'histoire scientifique du stress commence dans les années 30, il y a plus de 80 ans. Et évidemment, les recherches sur le stress sont intimement liées à un homme, Hans Selye, le père du stress, celui qui, travaillant sur des animaux de laboratoire, a mis en évidence, chez ces petites souris, un phénomène que rapidement il appelait stress. Hans Selye était chercheur en physiologie animale. Il travaillait au Canada. Et ses activités consistaient à manipuler au quotidien des petites souris qu'il sortait de leur cage, qu'il pesait, qu'il examinait, à qui il injectait des produits, des substances. Il observait des phénomènes endocriniens et autres. Mais rapidement, il s'est aperçu que ces animaux voyaient leur santé se détériorer, que même certaines de ces souris mouraient. Et là, il ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Parce que ces animaux n'étaient pas soumis à des expérimentations violentes, comme ça peut malheureusement arriver dans certaines expérimentations animales. Non, elles étaient simplement manipulées. On les prenait d'une cage, on les sortait, on les pesait, etc. etc. Mais on n'aurait pas dit ça à l'époque, mais aujourd'hui on pourrait dire quel stress pour ces pauvres petites souris qui évidemment ne se retrouvent pas dans leur environnement habituel. Et il décide donc, ce chercheur, d'observer très précisément ce qui arrive à ces animaux. Et il constate quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'au tout début, quand ces animaux sont confrontés à cette situation un peu inhabituelle et un peu pénible pour elles, eh bien, ces animaux développent énormément de réactions du corps. Le cœur s'accélère, la respiration est plus rapide, les muscles se contractent, les poils se dressent, les pupilles se dilatent, etc., etc. Et cette première étape qu'il observe, il la qualifie de réaction d'alarme. Tout le corps se mobilise, et évidemment c'est une réaction extrêmement visible. Mais, beaucoup plus intéressant, ce qu'il observe dans un deuxième temps, c'est que les animaux étant toujours confrontés à peu près à la même situation, jour après jour, semaine après semaine, il voit que ces réactions du corps diminuent et même disparaissent,
alors que l'animal se retrouve dans les mêmes conditions que précédemment. Et il définit donc une deuxième phase, après la phase d'alarme ou d'alerte, la phase de résistance ou d'habituation. Tout semble indiquer qu'après avoir été un peu déstabilisé, l'animal, finalement, fait face et se réadapte à un environnement un petit peu particulier et difficile pour lui. Si l'histoire s'arrêtait là, tout irait bien. Mais la troisième phase, la phase d'épuisement, survient chez certains animaux. Et cette phase, évidemment, a été constatée à travers de l'apparition de maladies, d'ulcères à l'estomac, de problèmes cardiovasculaires chez les souris, mais également à la mort de ces souris. Alerte, résistance, épuisement. Voilà l'histoire naturelle du stress. Et évidemment, si je vous parle des petites souris de Hans Selye, c'est que c'est exactement la même chose chez l'homme. Et d'ailleurs chez tous les mammifères. Cette réaction clinique en 3 stades du stress appartient à notre patrimoine. Et les recherches ont évidemment été beaucoup plus loin. Elles ont commencé à comprendre pourquoi tout ça se passait à l'intérieur de l'organisme. Et ce qui a été découvert est fondamental. C'est que toute cette mécanique que nous observons du stress était liée à la production de substances chimiques, d'hormones de stress. La dimension biologique du stress, donc fondamentale du stress, est donc extrêmement scientifique. La biologie est une science dure, une science sérieuse. Eh bien, toute la compréhension biologique nous permet d'avoir mis en évidence non seulement des hormones de stress, tout le monde connaît l'adrénaline, mais il y a aussi le cortisol, et d'avoir mis en évidence les glandes au sein de notre corps qui sécrètent ces hormones, les surrénales, 2 petites glandes sur les reins, dont l'objectif est de produire sans cesse, en état de stress, ces hormones, pour nous permettre à faire face, à adapter le corps à la situation. Mais parfois, ces petites glandes, quelques dizaines de grammes chacune sur les reins, c'est pour ça qu'on les appelle les surrénales, peuvent s'épuiser. Et la destruction des glandes surrénales représente un phénomène qui évidemment a été observé chez la souris, la mort, mais qui a été aussi observé dans certains environnements professionnels. Je pense aux cadres japonais. Plusieurs milliers de cadres japonais meurent chaque année de la destruction de leurs glandes surrénales par trop de stress, par un phénomène que l'on appelle le karoshi. Donc nos connaissances sont extrêmement sérieuses. Mais évidemment, le stress, ce n'est pas qu'une réaction du corps, c'est aussi une réaction du psychisme. Et les recherches, cette fois-ci dans les neurosciences, nous ont montré que le stress activait les zones les plus sensibles au point de vue émotionnel du cerveau. C'est le cerveau limbique, le cerveau de nos émotions. Et chacun de nous sait très bien qu'il n'y a pas de stress sans émotion. La preuve, c'est que la plupart du temps, quand on parle de stress, on pense plutôt à anxiété. Évidemment, quand on est stressé, on est très souvent inquiet, angoissé, anxieux. Mais le stress déclenche aussi des émotions comme la peur, la colère, l'agacement, l'énervement. Donc, de même qu'il n'y a pas de stress sans modification du corps, et nous y reviendrons, bien entendu, très largement dans les techniques de gestion du stress, de même, il n'y a pas de stress sans activation des émotions. Donc le stress est un phénomène extrêmement complexe, dont les recherches sont très nombreuses et continuent à se poursuivre à travers le monde, qui fait intervenir non seulement le corps, mais le psychisme. Le stress, et Hans Selye rapidement l'a compris, ce n'est pas une maladie. Le stress, c'est donc la réaction physique et psychologique que nous développons chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile. Nous sommes bloqués dans un embouteillage, notre ordinateur bug, nous sommes face à un collègue ou un client désagréable avec nous, nous avons un objectif à atteindre en termes de production qui nous semble très difficile. Chaque fois que nous percevons qu'il y a un challenge, qu'il y a un risque, qu'il y a un danger, le stress apparaît. On voit bien que les dangers auxquels nous sommes dans le milieu du travail confrontés ne sont plus les dangers physiques
qu'ont connu pendant des siècles ou des millénaires nos ancêtres, l'homme des cavernes ou même le Moyen-Âge, c'est-à-dire des dangers mettant en péril notre vie, mais ce sont des dangers psychologiques. L'image que l'on donne de soi, l'atteinte d'un résultat, etc. Et donc, évidemment, nous voyons à quel point le stress va pouvoir parfois nous être utile à nous dépasser dans cette situation menaçante. Le stress n'est pas une maladie. Le stress, c'est l'adaptation à un environnement difficile. D'ailleurs, Hans Selye, le chercheur dont je vous parlais précédemment, le père du stress, a dans un premier temps utilisé le concept de réponse d'adaptation. Et donc l'adaptation est une des fonctions normales et utiles de l'organisme. Autrement dit, sans stress, ce dont peut-être certains rêvent, nous ne serions pas efficaces. Nous n'arriverions pas à gérer toutes ces situations difficiles. Pour que nous n'ayons plus de stress, il faudrait qu'il n'y ait plus de stresseurs. Une utopie, évidemment. Et donc, il existe une courbe scientifiquement bien établie qui décrit les relations entre le niveau de stress que nous allons ressentir dans une situation difficile et l'efficacité que nous allons avoir à gérer et à dépasser cette situation. Cette courbe, comme vous le voyez, est une courbe en U inversée et qui montre que lorsqu'on n'a pas du tout de stress dans une situation avec un enjeu, nous n'allons pas être très performants. Mais à l'inverse, quand nous allons avoir énormément de stress dans cette situation, eh bien nous allons également perdre nos moyens. C'est donc un niveau moyen, intermédiaire, qu'on appelle optimum, qui n'est ni le niveau minimum ni le niveau maximum, qui nous permet d'être le meilleur. Les sportifs, les artistes le savent bien, sans stress, ou sans un minimum de stress, nous ne sommes pas efficaces. En revanche, trop de stress va nous faire perdre nos moyens. Et je ne peux m'empêcher de citer une très belle phrase d'une grande actrice de théâtre du début du XXe siècle, Sarah Bernhardt, qui un jour rencontrant une jeune artiste qui lui disait ne pas connaître le stress en montant sur scène, Sarah Bernhardt lui avait répondu ce mot magnifique, « Rassurez-vous, cela viendra avec le talent ». Et là encore, on peut se poser la question de savoir si zéro stress nous permet d'être efficace au travail. Donc la problématique du stress aujourd'hui, telle que nous le comprenons aujourd'hui, ce n'est pas de le supprimer. C'est impossible. Et quand bien même y arriverions-nous, ce ne serait pas très utile. Maintenir donc à ce niveau optimum, ni minimum, ni maximum du stress, de manière à conjuguer son bien-être, mais aussi sa performance au travail, voilà tout l'enjeu de la gestion du stress. Excusez-moi pour cette lapalissade, mais il n'y a pas de stress sans stresseur. Le stress, et c'est peut-être toute la difficulté de ce petit mot, ça renvoie évidemment à l'état dans lequel nous sommes. Je suis stressé, mais ça renvoie aussi aux conditions de mon environnement qui me fournissent le stress, c'est-à-dire les causes du stress. Et évidemment, lorsqu'on aborde la problématique du stress, et en particulier du stress au travail, c'est une des dimensions majeures, les stresseurs ou les sources de stress. La liste est longue, et on comprend bien évidemment que selon que vous êtes une hôtesse de caisse dans un supermarché, que vous êtes un commercial dans l'agroalimentaire, que vous êtes un ingénieur en informatique dans une petite société, que vous êtes un cadre dirigeant du multinational, que nos facteurs de stress ne sont pas forcément toujours les mêmes. Donc ils sont extrêmement variés. Ces stress sont des fois extrêmement ponctuels, c'est-à-dire ça survient un instant puis ça disparaît. Certains durent indéfiniment, pensez que si vous avez une relation difficile avec un collègue, c'est jour après jour. D'autres sont mineurs, comme par exemple, vous faites une tache de café sur votre cravate avant d'entrer à une grande conférence. D'autres sont majeurs, vous venez de perdre votre travail. Donc les stress sont multiples, d'intensité variable, mais tous ont comme caractéristique de déclencher cette réaction de stress, légère, moyenne ou forte. La recherche sur les facteurs de stress est une des grandes branches de nos connaissances scientifiques sur le stress, et en particulier sur le stress au travail. Des chercheurs, dès les années 70,
aux États-Unis, en Europe, ont essayé de comprendre pourquoi nos environnements de travail aujourd'hui étaient autant facteurs de stress. Qu'est-ce qui expliquait que le travail nous stressait tant, nous mettait mal à l'aise et parfois entraînait de véritables maladies ou de mal-être chez l'individu. L'un des modèles qui est apparu le plus précocement, développé par un chercheur qui s'appelle Karasek, a insisté sur la dimension, j'allais dire, double du stress. Le stress au travail serait composé d'une part de la charge, de tout ce que nous avons à faire. Évidemment, on comprend bien que si on a énormément de choses, c'est beaucoup plus stressant que si on en a peu, mais que cette charge ne représentait pas l'unique facteur de stress. Le deuxième élément associé à la charge, c'est l'autonomie. C'est-à-dire la liberté, la marge de manœuvre dont on dispose pour réaliser cette charge qui nous incombe. Et le modèle de Karasek, c'est comme ça que les spécialistes l'appellent, associe justement ces deux facteurs. Et le travail le plus dangereux pour la santé et le bien-être des individus, c'est un travail qui associe une forte charge et une faible autonomie. C'est ce que les spécialistes appellent le job strain. Le job strain associe non seulement une charge de travail importante, mais également une faible autonomie, une faible liberté pour réaliser le travail qu'on nous demande. C'est typiquement ce que connaît un téléopérateur, qui reçoit des appels à un rythme souvent très rapide et qui en même temps n'a aucune possibilité de dévier de script qu'on lui a fait. C'est presque une robotisation avec une charge importante. Et toutes les études montrent à quel point ce job strain est l'un des déterminants fondamentaux de tout ce qu'on a observé, par exemple dans les suicides au travail. Ce sont les individus soumis à de forts job strain qui craquaient le plus, et non pas forcément les gens qui avaient le plus de travail. Car avoir beaucoup de travail, mais en même temps beaucoup de liberté, d'autonomie, de marge de manœuvre pour le réaliser, ce qu'on appelle le travail actif, n'est pas tant dangereux pour la santé. Le travail passif, lui, représente une faible activité, j'allais dire tant mieux, mais paradoxalement avec une faible marge de manœuvre, ce qui n'est pas terrible. Et évidemment, le travail non contraignant, avec peu de choses à faire, et vous le faites comme vous le voulez, représente évidemment sans doute le rêve, mais je pense que ça n'existe plus nulle part dans le monde du travail. Ce modèle a été validé scientifiquement. C'est-à-dire que des études ont montré, en suivant des salariés pendant des années, et sur des grandes cohortes de milliers de salariés, que les problèmes de santé, de burn-out, de maladies cardiaques apparaissaient 3 à 4 fois plus, ce qui est considérable dans le job strain. À côté de ce modèle de référence pour comprendre pourquoi le monde du travail nous fait mal aujourd'hui, eh bien, il y a un deuxième modèle, développé par un autre chercheur allemand, Johannes Sigrist, de l'université de Düsseldorf, en Allemagne. Et cette fois-ci, il a montré, à travers beaucoup d'études, que le stress au travail nous faisait mal quand il associait deux choses. D'abord, énormément d'efforts à fournir pour réaliser son travail, mais qu'en même temps, nous avions très peu de récompenses de la part de ces efforts que nous fournissions. Ce modèle s'appelle le modèle de déséquilibre entre les efforts et les récompenses. Et là, on voit que si l'on fait énormément d'efforts pour travailler, pour répondre aux contraintes qu'exige le travail vis-à-vis de nous, mais qu'en même temps nous obtenons beaucoup de récompenses, eh bien, nous ne sommes pas énormément à risque pour notre santé. En revanche, si les récompenses sont faibles, les problèmes peuvent arriver. Et dans ce modèle, on s'aperçoit que les récompenses sont de diverses natures. Évidemment, on pense aux récompenses matérielles. Les salaires, les primes, les carrières sont autant de choses qui nous font accepter et qui font que le stress apparaît moins face aux contraintes auxquelles on est exposé. Et ce modèle a été très étudié chez l'animal, où évidemment les récompenses matérielles, c'est les petites boulettes de viande. Mais chez l'homme, les récompenses sont aussi de nature sociale. Le sentiment d'être reconnu,
Le sentiment que les efforts que vous êtes en train de faire pour réaliser votre travail sont finalement appréciés, représente quelque chose de majeur. La reconnaissance au travail, à travers toutes les études menées dans le monde entier et de manière extensive, apparaît comme l'un des facteurs cruciaux qui expliquent que les salariés sont stressés ou peu stressés. Et la quantité de travail est un des facteurs qui n'est pas l'unique à expliquer tout cela. On peut très bien avoir beaucoup de travail et être peu stressé s'il y a énormément de reconnaissance. Et on peut avoir au contraire peu de travail, peu de charges, mais s'il y a encore moins de reconnaissance, le stress apparaît. À côté de ces deux modèles qui sont les modèles centraux à validité scientifique extrêmement forte, d'autres modèles se construisent et sont vérifiés quant à leur validité scientifique. Je pense au modèle de l'équité ou de la justice organisationnelle, le sentiment d'être équitablement traité dans une entreprise, et trop souvent les gens se plaignent d'une certaine injustice, à la fois dans les carrières, dans la charge qu'on vous demande de faire, etc. Mais aussi des modèles comme le modèle de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Tous ces modèles se construisent. Ils ont un double intérêt. D'abord, ils expliquent scientifiquement, et non pas à travers une opinion ou un sentiment. Ils expliquent sérieusement pourquoi les gens vont mal. Et la deuxième chose, et on le voit dès à présent, c'est qu'ils nous donnent des pistes extrêmement importantes pour réduire le stress. Donner de l'autonomie, augmenter la reconnaissance, pratiquer de la justice organisationnelle, équilibrer bien les deux vies personnelles et professionnelles. Autant de pistes sur lesquelles évidemment nous reviendrons quand il s'agira de voir comment, dans l'environnement du travail, on peut réduire le stress. Le stress au travail est une forte réalité qui ne peut plus être ignorée, et dont les enjeux sont considérables. Mais qui en est vraiment responsable? Dans ce domaine, beaucoup de débats, souvent idéologiques, souvent partisans, ont lieu. En fait, il y a beaucoup de responsabilités dans l'existence aujourd'hui du stress au travail. Et à des degrés variés, on peut désigner, j'allais dire, plusieurs coupables, si je peux utiliser ce mot. D'abord, évidemment, la société, l'environnement dans lequel nous, en ce début du XXIe siècle, nous sommes. La compétitivité est énorme, et on voit bien à quel point les pays émergents nous contraignent les entreprises à produire toujours plus et moins cher. Et donc, cette culture de la performance systématique, évidemment, entre en jeu. La société. L'entreprise a un rôle considérable et bien entendu, nous allons revenir dessus. L'entreprise qui, dans sa façon d'organiser le travail, dans la façon dont elle gère ses hommes, dans la façon dont elle manage les individus au quotidien, ne peut non plus pas être dédouanée de sa responsabilité. Mais l'individu aussi. Non pas responsable en tant que coupable, mais responsable parce que l'individu a des exigences extrêmement fortes aujourd'hui. Nos environnements de travail ont changé, certes, mais l'individu aussi a changé. Nous voulons le bien-être, nous demandons le bonheur, nous n'acceptons pas de souffrir. Un peu comme en médecine. Il y a 50 ans, les femmes trouvaient normal d'accoucher en hurlant. Nous allions chez le dentiste et on savait que ça n'allait pas être une partie de plaisir aujourd'hui. Nous ne voulons pas souffrir. Et les entreprises n'ont pas réalisé que cette exigence de bien-être fait partie intégrante de l'individu, qui donc participe d'une certaine façon à l'apparition du stress au travail. L'individu, même si bien sûr, elle doit comprendre qu'elle n'est pas la seule responsable, la société est là, l'individu aussi, ne peut pas non plus ignorer cela. Car, si on ne peut pas l'accuser de tous les maux, comme trop souvent certains le font en disant c'est l'entreprise qui est responsable du stress, elle doit comprendre qu'elle possède en elle-même, l'entreprise, une partie de la solution. Et cette solution est importante.
car comme ça a déjà été dit, des salariés heureux, des salariés non stressés, sont des salariés efficaces et productifs. Que doit faire l'entreprise? Tout d'abord, accepter la réalité. Pendant trop longtemps, le stress, on n'en parlait pas. Le stress était ignoré. Donc faire, comme certains grands dirigeants l'ont compris, faire du stress un vrai sujet d'entreprise. Un sujet tellement important qu'il va être piloté au plus haut niveau de l'entreprise. Et quelques grands groupes français, énormément de groupes à l'international, de l'Europe du Nord, du Québec ou du Canada, ont fait du stress une stratégie pilotée quasiment par le dirigeant. Quand on confie le stress simplement à la médecine du travail, ou simplement à un vague responsable de ressources humaines, on sait bien que les approches de prévention du stress seront relativement peu développées. Ça, c'est un critère important et plusieurs rapports internationaux ont souligné l'implication majeure du dirigeant, qui doit affirmer clairement que le bien-être des salariés, la lutte contre le stress au travail est aussi important que la recherche-développement, aussi important que la stratégie financière. Les hommes sont des valeurs fondamentales de l'entreprise. Ces actions sur le stress, dans une entreprise, ça ne se fait pas seul. Les acteurs sont nombreux. Qui va s'occuper de ça dans une entreprise? Eh bien, c'est beaucoup de monde. Et le problème qu'ont les entreprises souvent, c'est d'avoir découpé un petit peu les activités en secteurs. Eh bien, avec le stress, avec les risques psychosociaux, comme on appelle justement les risques que représente le stress au travail, eh bien, nous voyons que nous sommes en transversalité complète. Bien sûr, c'est les services de santé au travail, les médecins, souvent au premier rang pour détecter les gens en souffrance au travail avec des maladies sous-jacentes ou même clairement établies. Mais ce sont aussi, évidemment, les partenaires sociaux, les syndicats, les instances représentatives du personnel. Et on voit bien que les entreprises qui travaillent bien sur ces thèmes de prévention du stress, que ces entreprises ont créé de véritables comités de pilotage pluridisciplinaires, paritaires, dans lesquels on retrouve évidemment beaucoup de gens très différents. Ces comités de pilotage sont importants. Autre chose, pour qu'une entreprise puisse développer de véritables actions vis-à-vis du stress, il faut qu'elle ait des indicateurs. C'est souvent une des faiblesses qui a été soulignée dans de nombreux rapports. Et d'ailleurs, dans un rapport que j'avais l'honneur de remettre au ministre du Travail en 2008, nous indiquions clairement qu'il fallait que la France se dote d'indicateurs de risques psychosociaux. Et aujourd'hui, cela se met en place au niveau national avec l'INSEE. Et régulièrement, l'INSEE va publier des chiffres permettant de comprendre et de mesurer la problématique du stress. Mais les entreprises sont encore très en retard. Comment peut-on piloter un problème aussi majeur que le stress sans avoir d'indicateurs, sans avoir de boussole, sans avoir de repères? On ne pilote pas les finances d'une entreprise, on ne pilote pas sa productivité, on ne pilote pas sa productivité sans indicateurs. Eh bien, les indicateurs de stress existent et ils doivent être mis en place. Les entreprises doivent se doter de véritables indicateurs à travers des diagnostics réguliers qui permettent, au-delà, j'allais dire, des opinions, tout le monde est stressé, de l'un, ou des opinions de l'autre, mais non, il n'y a personne de stressé, d'avoir des chiffres, de la quantification, de l'objectivation du phénomène. C'est un peu comme la température. On peut discuter à l'infini de savoir s'il fait chaud ou s'il fait froid dans une pièce, et tous les avis seront là. Je trouve qu'il est plus intéressant de regarder le thermomètre et de dire il fait 22 degrés. De la même façon, le stress se mesure. Et ça, on le sait. Il se mesure dans les effets sur l'individu et dans les effets et les causes de l'entreprise. Et ensuite, le thermomètre n'a jamais fait baisser la fièvre, dit-on en médecine. Ce n'est pas parce qu'on a des questionnaires, des diagnostics qu'une entreprise va régler ses problèmes. C'est simplement la première étape, c'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante. Ensuite, il faut s'engager, évidemment, dans des actions. Et
le stress ou la prévention du stress obéit à peu près aux mêmes lois que toute action de prévention en santé, c'est-à-dire des préventions à la fois primaires, secondaires et tertiaires. Dans tout domaine de risque pour la santé au travail, ou pour la santé ou la sécurité en général, nous savons bien que ces 3 niveaux de prévention sont indispensables. Prenons l'exemple de la prévention incendie. Eh bien, une bonne prévention incendie, c'est évidemment, premièrement, agir sur les causes de l'incendie. C'est la prévention primaire, c'est-à-dire faire en sorte que dans une pièce, eh bien, il n'y ait pas des fils électriques à nu, que les peintures ou les revêtements ne soient pas inflammables. C'est-à-dire on agit en amont sur les causes possibles. Et là, cette prévention primaire est fondamentale. Et les entreprises doivent au contraire développer le maximum de choses pour prévenir toutes les causes. On a vu, dans les modèles de stress, donner de l'autonomie aux gens, fournir de la reconnaissance, équilibrer la vie personnelle et la professionnelle. Et on voit bien qu'on agit avant le problème. Mais la prévention primaire, même si certains ont souligné à juste titre son importance, n'est pas l'aboutissement de tout. Prenons à nouveau l'exemple de l'incendie. La mise en place d'extincteurs n'est pas une prévention primaire parce qu'on suppose que le feu a commencé à se déclencher. Donc le problème n'a pas été géré en amont, mais il est géré présentement. Et bien de même que ça viendrait à l'idée de personne de ne pas mettre d'extincteurs pour prévenir des incendies, eh bien il faut mettre en place aussi des préventions secondaires. C'est quoi la prévention secondaire? C'est de faire en sorte de prévenir les risques, les dommages, les conséquences, et non pas les causes. Et là encore, on a beaucoup de choses à faire. Par exemple, en grande période de changement organisationnel, où les gens sont stressés, eh bien il va falloir aider les gens, les accompagner. Donc ce sont des actions de prévention secondaire. Aider les gens, et nous y reviendrons largement, à gérer du stress. C'est-à-dire faire en sorte qu'on n'a pas supprimé forcément les facteurs de stress. Ils ont toujours beaucoup de travail, ils sont confrontés à des clients difficiles, mais on leur apprend à gérer cette situation. C'est de la prévention secondaire. Et la prévention tertiaire, c'est quoi? Eh bien, c'est s'occuper des gens qui vont mal. C'est-à-dire quand les gens commencent à aller mal, c'est-à-dire que les gens commencent à se trouver épuisés, quand les gens commencent à être débordés par le stress, leur fournir de l'aide. Ce sont évidemment des numéros d'appel, des conseils psychologiques, la possibilité, j'allais dire, d'avoir une hotline pour être aidé psychologiquement. Et donc là encore, c'est une chose importante. Évidemment, beaucoup d'entreprises se sont contentées simplement de mettre un numéro vert. Si vous allez mal, si vous êtes stressé au travail, appelez. Ça serait un peu de dire, s'il y a le feu qui se déclenche, ben on sait quoi faire. Non, il faut éviter que le feu se déclenche. Donc, prévention primaire, secondaire et tertiaire sont absolument nécessaires dans une vraie politique pour une entreprise. Et dans quel domaine ces niveaux de prévention vont-ils se développer? Eh bien, ils vont se développer dans 3 domaines. Dans le domaine de l'organisation du travail, il y a des organisations du travail qui ne permettent pas d'avoir de l'autonomie. Il y a des organisations du travail qui ne donnent pas de sens car les gestes sont répétitifs, etc. Et donc il faut revoir l'organisation du travail. Le deuxième aspect, ou le deuxième domaine dans lequel l'entreprise doit agir, après le domaine de l'organisation du travail, c'est le management. Les managers sont un des rouages essentiels du bien-être ou du mal-être des salariés. Je ne veux absolument pas jeter la pierre aux managers, aux cadres, qui eux-mêmes sont des fois très stressés, mais aujourd'hui, il y a des pratiques de management qui, sans aller jusqu'au harcèlement moral, sont très peu respectueuses, sont très autoritaires, ne permettent pas de reconnaissance, qui sont désastreuses. Et là encore, les études montrent que des fois, les organisations du travail ne sont pas forcément très délétères pour la santé, mais que la manière dont les managers managent, développent des relations avec leurs subordonnés sont extrêmement détestables. D'ailleurs, dans les enquêtes européennes, qu'il faut reciter bien sûr pour comprendre la spécificité de la France, nous sommes le pays où les salariés ont le sentiment le plus marqué de tous les autres d'être le moins reconnu au travail, d'avoir la moins possibilité de s'exprimer,
d'avoir le moins d'attention. Donc on voit bien que là, nous ne sommes plus dans des problèmes d'organisation, de management. Et puis l'entreprise aussi doit permettre aux salariés de s'épanouir. Elle doit leur fournir énormément de choses, qui sont évidemment des conciergeries, des choses qui permettent de rendre la vie plus facile. Beaucoup d'entreprises réfléchissent au transport, car on sait bien que les transports, surtout dans des grandes agglomérations, dont la région parisienne, sont un des facteurs de stress puissants. Donc on voit que l'entreprise a un rôle considérable. Il faut qu'elle en fasse une de ses priorités, parce que, comme maintenant on le sait bien, avoir des salariés heureux est un des critères de performance de l'entreprise, et pas simplement d'une responsabilité sociale et environnementale, qui est pourtant l'une des grandes dimensions sur lesquelles de plus en plus ces entreprises seront jugées. Et on sait bien qu'il y a maintenant des systèmes de notation des entreprises qui intègrent non seulement leur performance économique, est-ce qu'elles réussissent financièrement, évidemment c'est fondamental, mais aussi qui intègrent une notation sociale et environnementale, c'est-à-dire comment traite-t-elle l'environnement, est-ce qu'elle le pollue, ou comment traite-t-elle ses salariés, c'est-à-dire est-ce qu'elle les respecte, est-ce qu'elle promeut leur santé au lieu de la détruire. Je vais maintenant vous entraîner dans un combat. Un formidable combat. Et vous allez voir que si vous l'emportez, si vous gagnez, votre vie au travail sera grandement modifiée dans un sens favorable. Cette guerre que vous allez engager, c'est contre vos stresseurs. C'est-à-dire tous ces éléments de votre vie de tous les jours qui vous empoisonnent, qui vous rendent malade, qui vous détruisent. Mais comme toute guerre, il faut avoir quelques principes. Et l'un de ces principes fondamentaux, très bien écrit dans un ouvrage fort ancien, L'art de la guerre, est le suivant. Connaissez parfaitement votre ennemi. Ces stresseurs, il faut les identifier parfaitement. Trop souvent, les gens en fin de journée sont épuisés. Ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus, ils ont ras-le-bol. Mais ont-ils conscience de la cause ? Bien sûr, s'ils ont eu une situation très tendue avec un collègue, s'ils ont eu une panne informatique, s'ils ont eu quelque chose qui avait été extrêmement difficile dans la journée, ils s'en souviendront. Mais tous ces petits stresseurs qui, jour après jour, heure après heure, nous empoisonnent, participent à la construction de notre stress, et trop souvent, nous n'en avons pas conscience, parce que nous les oublions très vite. Identifier ces stresseurs représente la première étape de la lutte contre le stress. Comment s'y prendre? Je vais vous proposer une méthode extrêmement simple, qui est celle d'appliquer un relevé systématique pendant quelques jours de vos stresseurs. Pour cela, vous allez vous procurer un petit carnet, et au jour le jour, vous allez noter ce qui dans une journée vous a stressé. La première colonne de ce carnet servira à indiquer l'heure, le moment, le jour où cela survient. La deuxième colonne de ce carnet, de ce relevé, décrira précisément le stresseur en cause. La troisième colonne est extrêmement importante parce que vous allez essayer d'apprécier sur une échelle de 0 à 10 à quel point ce stresseur vous a perturbé. 0 étant évidemment une note que vous n'attribuerez pas, puisque par définition elle ne procure pas de stress, donc vous n'allez pas marquer cette situation. Et 10 étant la note maximum, c'est-à-dire vous ne pouvez pas imaginer rencontrer une situation plus stressante que celle-là. Donc évidemment, ce sont des situations exceptionnelles et donc, avant de mettre un 10, il faut réfléchir à 2 fois. 1, 2, 3, c'est quand vous sentez que le stress est réel, mais qu'il n'est quand même pas d'une intensité extrême. 4, 5, 6, c'est que le stress est moyen, c'est-à-dire déjà il vous affecte fortement. Et 7, 8, 9, évidemment, c'est quand ce stress est extrême et qu'il vous détruit et qu'il vous fait extrêmement mal. Donc cette colonne de votre relevé va être importante puisque vous allez évaluer à quel point cette situation vous stresse. Et là, c'est important, évidemment, parce que nous ne sommes pas tous égaux, non seulement dans la rencontre des stresseurs. Les gens qui ne travaillent pas devant l'informatique, évidemment, ont rarement des problèmes de bugs informatiques. Les gens qui ne travaillent jamais avec des clients, eh bien, n'ont jamais de stresseurs liés à la confrontation avec un client difficile. Donc, il y a une grande variété
une grande variation des stresseurs, qui ne sont jamais les mêmes pour deux personnes différentes, mais il y a aussi un même stresseur, une grande variation dans les faits. Il y a des gens qui vont se retrouver à 7, 8 ou 9 dans un embouteillage, et d'autres qui vont se retrouver à 2. Donc on voit bien qu'on ne réagit pas tous de la même façon. Et la dernière colonne de votre relevé indiquera comment vous avez réagi à cette situation. Et là, c'est important, parce que cette réaction, et nous y reviendrons un petit peu plus tard, elle va être extrêmement variée. Vous allez avoir, et vous allez le noter rapidement, des réactions physiques parfois. Je transpire, j'ai le cœur qui bat, j'ai du mal à respirer, j'ai la tête qui tourne, j'ai des crampes à l'estomac. Mais vous allez aussi avoir des réactions émotionnelles, c'est-à-dire j'ai peur, je suis agacé. Aussi des réactions comportementales, je claque la porte, je fais demi-tour, je lui dis ce que je pense, etc. Donc il est important aussi d'analyser ça. Dans cette première étape de lutte contre le stress, il va être important que pendant quelques jours, cela n'a pas besoin d'être très long, 1 ou 2 semaines par exemple, vous notiez systématiquement toutes ces situations qui vous stressent et que vous avez rencontrées. L'idéal est bien sûr de les noter au fur et à mesure qu'elles surviennent, mais des fois c'est un petit peu difficile face à un client qui vous enquiquine ou lorsque vous êtes plongé dans un problème de sortir votre carnet. Astreignez-vous à ce moment-là seulement de le sortir par exemple avant d'aller déjeuner ou le soir avant de quitter votre bureau. Mais surtout, soyez extrêmement vigilant de tenir à jour, c'est un petit peu contraignant, mais de tenir à jour de manière complète et assez exhaustive ce carnet pendant quelques jours. L'analyse de ce relevé, donc de ce petit carnet que vous allez tenir à jour, va vous fournir des éléments de très grande importance. Premièrement, des éléments sur vos facteurs de stress. Et vous allez repérer évidemment ceux qui surviennent régulièrement, donc ceux dont la fréquence est importante, et ceux qui vous troublent énormément, c'est-à-dire ceux dont l'importance. Fréquence et importance sont des mots clés pour comprendre quels sont les stresseurs qui nécessitent d'être abordés. L'une des choses qui va paraître fondamentale à ce moment-là, c'est de vous poser des questions. Quels sont les stresseurs que je peux diminuer, réduire, voire supprimer? Et il y en a. Il y en a plus que vous pensez. Par exemple, si vous avez des stresseurs liés au transport en commun, peut-être réfléchissez à modifier un petit peu vos horaires, de manière à modifier un petit peu les conditions de circulation dans lesquelles vous êtes. Si par exemple vous voyez qu'un des stresseurs importants, c'est parce que vous avez beaucoup de difficultés à gérer des choses informatiques, peut-être qu'à ce moment-là, être davantage formé, demander une formation que l'entreprise vous fournira sans doute facilement à l'informatique sera important. Vous allez voir que beaucoup de stresseurs, aussi bien physiques que relationnels, dans vos relations avec les autres, peuvent être amendés. Évidemment, c'est la voie prioritaire. Modifiez les stresseurs qui vous entourent et en particulier ceux qui vous sont les plus durs à supporter. Mais vous comprenez très bien que rapidement, hélas, vous allez comprendre que énormément de ces stresseurs ne sont pas modifiables. Tout juste des fois un petit peu réduits et sans plus. Donc évidemment, l'action sur les stresseurs va représenter une voie royale, si j'ose dire, mais parfois extrêmement limitée. Mais ce relevé va vous permettre de comprendre une deuxième chose, sur laquelle je voudrais beaucoup insister, vos propres réactions au stress. Vous avez vu par exemple peut-être que lorsque quelqu'un vous fait une critique, eh bien d'un seul coup vous vous sentez anxieux ou en colère. Lorsque par exemple les choses ne se passent pas exactement comme vous l'avez prévu, lorsque vous quittez votre bureau avec encore beaucoup de travail à faire, eh bien d'un seul coup vous vous sentez noué et vous vous sentez complètement abattu. Vous allez réaliser que vos réactions au stress, la manière dont vous ressentez la situation, dont votre corps réagit, la manière dont vous vous comportez dans cette situation, eh bien tout cela va représenter un deuxième ennemi. Et oui, dans ce combat que vous allez mener contre le stress, il y a deux ennemis, les stresseurs et vos réactions. Et vos réactions de stress, eh bien, elles sont peut-être plus facilement accessibles au changement que les stresseurs eux-mêmes. Nous sommes donc
dans une dimension fondamentale de la gestion du stress, apprendre à gérer ces réactions de stress. Gérer le stresseur, c'est très bien, malheureusement, c'est souvent limité. Gérer sa réaction de stress, c'est formidable. D'autant plus, et ça, cela a été vu tout à l'heure, que dans une même situation, deux personnes vont avoir des réactions de stress complètement différentes. Donc le stresseur lui-même n'explique pas tout dans l'apparition du stress. Notre réaction de stress explique une grande partie du problème. D'ailleurs, les études scientifiques ont montré que très souvent, les gens s'effondraient, les gens devenaient malades, non pas à cause des stresseurs eux-mêmes, mais à cause de la manière dont ils allaient réagir. Ils se faisaient eux-mêmes mal à cause de la manière dont le stress entraînait des réactions chez eux. Et vous allez voir, bien entendu, à travers cette colonne où vous identifiez vos propres réactions au stress, que certains d'entre nous sont plus physiques. C'est-à-dire le stress va beaucoup se manifester au niveau du corps, que d'autres sont beaucoup plus, j'allais dire, psychologiques. C'est-à-dire que le stress va se manifester beaucoup plus au niveau d'émotions pénibles, agacement, peur, inquiétude, découragement, et que d'autres sont beaucoup plus comportementaux, c'est-à-dire ils vont davantage réagir par des comportements. Dimension physique, dimension psychologique et dimension comportementale, voilà trois grands axes que vous allez apprendre à aborder dans la gestion du stress. Chaque fois que nous sommes stressés, notre corps réagit. D'ailleurs, cela est dû au mécanisme même du stress, puisque en situation de stress, des hormones, l'adrénaline ou le cortisol circulent dans notre sang, dont le seul objectif est de modifier notre physiologie, de manière à nous préparer à faire face au danger que représente le stresseur. Cette modification du corps est fondamentale, car elle va nous permettre d'agir. Si nous restions inertes en situation de stress, nous ne saurions pas gérer la situation. Mais cette activation permanente, cette sollicitation parfois trop forte de notre corps, risque de nous poser beaucoup de problèmes. On sait aujourd'hui, non seulement en termes de bien-être, mais en termes de conséquences sur la santé, et en particulier physique, liées au stress, eh bien on sait à quel point la mise en tension régulière du corps est néfaste. Mais ce que les chercheurs savent aussi, c'est que si le stress nous met dans une situation physique très particulière, il existe aussi chez l'homme un autre état du corps complètement opposé à celui du stress. Cet état qu'on appelle l'état de relaxation a été très étudié scientifiquement. Oh, je sais que le mot relaxation est un mot un peu fourre-tout, un peu comme le mot stress. Et derrière relaxation, on entend énormément de choses. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la relaxation a été étudiée par les plus grands scientifiques médicaux. Je pense aux travaux de l'école de médecine de l'université d'Harvard aux États-Unis, qui est évidemment une école prestigieuse, et à tous ces chercheurs qui, depuis une trentaine d'années, ont montré avec force que lorsque nous sommes relaxés, notre corps se trouve dans un état complètement opposé à l'état du stress. Stressé, notre cœur bat plus vite, la pression dans les artères monte, les muscles se contractent, les poils se hérissent, la sudation apparaît, etc., etc. Les modifications de notre corps sont extrêmement nombreuses et facilement perceptibles soit par soi-même, ou encore par des appareils qui enregistreraient toutes ces variations physiologiques. Eh bien, quand on est relaxé, notre corps est complètement à l'opposé. Tout ce dont je vous ai parlé est à l'inverse. Le cœur bat lentement, la pression dans les artères diminue, les muscles se détendent, les pupilles se dilatent, etc., etc., etc. Et cette découverte fondamentale, qui a été faite maintenant il y a des décennies, va nous permettre de réaliser que la relaxation, c'est quasiment l'antidote du stress. Et que, évidemment,
l'une des grandes techniques, l'une des grandes dimensions de la gestion du stress va être axée sur les principes de la relaxation. Cet état physiologique de relaxation, où le corps est complètement détendu, nous ne le connaissons malheureusement que dans une seule situation, lorsque nous dormons. Et lorsque nous dormons dans ce qu'on appelle la phase 3 du sommeil, le sommeil profond, et non pas le sommeil paradoxal ou le sommeil léger. Et ce sommeil profond, c'est justement celui que l'on connaît quand on a le moins de conscience. Cet état où on aurait le moins de chances d'être réveillé, par exemple, si une porte claquait ou s'il y avait quoi que ce soit comme bruit. Alors que la gestion du stress, en utilisant la relaxation, doit se faire en étant conscient. Donc toute la difficulté, ou en tout cas les enjeux de la relaxation comme grand principe de gestion du stress, ça va être de savoir mettre son corps dans cet état de détente que nous ne connaissons que dans le sommeil profond, alors que nous sommes pleinement éveillés. Alors que la réaction de stress, on n'a pas besoin de l'apprendre, elle est innée en nous, et chacun de nous confronté à un stresseur, immédiatement se met en état de stress. La relaxation, ça s'apprend. C'est une des choses d'ailleurs peut-être les plus importantes à savoir faire dans la vie stressante que nous connaissons aujourd'hui. Il y a beaucoup de méthodes de relaxation, et j'allais vous dire, toutes sont bonnes. Certaines sont très complexes. Je pense à la méditation transcendantale, je pense à ce que font les yogis, je pense à certaines techniques très philosophiques, voire religieuses, qui évidemment sont extrêmement importantes. Et d'ailleurs, les études scientifiques ont montré que ces yogis en Asie étaient beaucoup moins victimes de stress que les autres. Mais avant de s'engager dans des pratiques longues, qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, il faut réfléchir à deux fois. Il existe des méthodes beaucoup plus simples, sans doute plus physiques que philosophiques de relaxation. Et c'est bien sûr de celle-là dont je vais surtout vous parler maintenant. La méthode de relaxation la plus conseillée, en tout cas peut-être la plus facile à acquérir, est une forme très simplifiée de relaxation. Cette relaxation simple obéit à quelques principes fondamentaux. D'abord, premièrement, avoir une position confortable. Et quand je dis position confortable, je ne pense pas forcément à s'allonger. Évidemment, si vous pouvez vous mettre sur votre divan ou allongé sur votre lit, vous serez en meilleure situation pour vous détendre. Mais la relaxation en tant qu'outil de gestion du stress doit aussi pouvoir s'effectuer dans des circonstances extrêmement variées. C'est pourquoi qu'être assis dans un fauteuil confortable, ou même sur une chaise, voire debout, est quelque chose qui permet tout à fait de se relaxer. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement d'apprendre dans un premier temps la relaxation assis et non pas allongé, car vous risqueriez de vous endormir et l'objectif, c'est pas de dormir, mais c'est de détendre votre corps en état d'éveil. Et ensuite, quand vous maîtrisez un petit peu cette relaxation en position allongée, d'apprendre à vous relaxer debout. Donc le premier principe, premier élément, position confortable. Le deuxième élément est axé sur la respiration. La respiration est l'un des grands témoins de l'état de stress. Et scientifiquement, on l'explique très bien. Le stress nécessite une consommation d'oxygène par le cerveau, et évidemment, l'oxygène est largement apporté par la respiration, qui oxygène évidemment le sang dans les artères. Et donc, quand nous sommes stressés, nous respirons vite, nous hyperventilons parfois, et l'hyperventilation se traduit parfois par des crises d'angoisse, quand on respire trop vite et rapidement, et très fortement, alors que lorsque nous sommes détendus, notre respiration est très lente. Pensez en effet à quel point la respiration est lente, justement dans cette phase 3 du sommeil, où nous sommes parfaitement en relaxation. Donc, le deuxième ingrédient, c'est la respiration. Une respiration qui doit être lente, relativement ample, c'est-à-dire assez profonde,
et une respiration qui doit s'effectuer par le ventre. On appelle ça la respiration abdominale ou la respiration diaphragmatique, puisqu'elle fait référence au diaphragme, cette membrane qui sépare les poumons des intestins et qui évidemment se mobilise lorsque l'on respire profondément par le ventre. Respirer par le ventre, cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand on inspire, eh bien le ventre se gonfle, et que au contraire, quand on expire, le ventre se creuse. Respiration lente, abdominale. Et les gens qui savent très bien se relaxer arrivent à avoir 10 à 12 cycles par minute de respiration, alors que si vous observez votre propre respiration, vous verrez que même naturellement, sans être stressé, vous respirez beaucoup plus vite. Position confortable, respiration lente abdominale, et le troisième élément, c'est la détente musculaire. Là encore, stressés, nos muscles sont contractés, et d'ailleurs beaucoup d'entre nous le perçoivent facilement, que ce soit les poings, les mâchoires, et on sait bien les conséquences que cela a sur la santé. Les dentistes, les stomatologistes vous expliquent régulièrement que le bruxisme, les sensations de tension, beaucoup de douleurs, qu'on dit fonctionnelles ou mal expliquées, sont liées justement au fait que le corps se contracte, plus ou moins consciemment, lorsque nous sommes stressés. Eh bien, l'état de détente, l'état de relaxation, va à l'opposé associer un grand relâchement des muscles. Alors évidemment, tous les muscles sont concernés, depuis le muscle du front jusqu'au muscle des pieds. Et que dans une relaxation simple, on va se focaliser sur quelques groupes musculaires seulement. Et j'allais vous dire, 3 grands groupes vont être assez fondamentaux. Le premier groupe, c'est le groupe des mâchoires. Les mâchoires sont extrêmement sensibles au stress et notre contraction des masséters, le muscle qui active nos mâchoires, va être un grand témoin des états de stress. Donc apprenons à détendre les muscles des mâchoires. Pour cela, il suffit souvent simplement d'entrouvrir un petit peu la bouche, de ne pas serrer trop les dents et de laisser ces mâchoires se décontracter. Détente des mâchoires. Deuxième groupe extrêmement important, les épaules. Là encore, le stress nous fait contracter les épaules et apprendre à décontracter ses épaules va consister tout simplement à laisser tomber ses épaules, à faire en sorte que les épaules se relâchent complètement et la sensation que tous les bras sont en train de chuter comme s'ils étaient lourds et en plomb. Donc, le deuxième groupe musculaire après les mâchoires, sur lequel vous allez apprendre à opérer un relâchement, c'est le groupe des muscles des épaules. Troisième groupe, ce sont les poings. Là encore, vous laissez vos mains bien tomber tranquillement, vous faites en sorte que vos doigts se relâchent complètement, et vous avez une sensation de grande lourdeur, comme si vos mains étaient en plomb, et cette image du plomb, il faut presque la faire venir dans sa tête, et vous avez le sentiment que si vous deviez relever vos mains, ce serait un effort considérable, car elles ont le poids du plomb, et cela correspond à une forte détente. Tout votre corps étant relâché au niveau des mâchoires, des épaules et des mains, eh bien, vous entrez dans un état de détente. Cette relaxation simple, vous pouvez l'acquérir rapidement. Pour cela, il suffit, des fois, de pratiquer qu'une fois ou deux par jour cet exercice, qui peut durer quelques minutes seulement, à plusieurs minutes si vous le souhaitez,
Et rapidement, vous allez voir qu'en quelques semaines, vous allez savoir vous mettre en état de relaxation. Bien sûr, il existe des méthodes de relaxation beaucoup plus ambitieuses et évidemment, lorsqu'on s'entraîne à la gestion du stress régulièrement, on peut ressentir le besoin d'aller plus loin dans la relaxation, ce que je pourrais évidemment vous conseiller fortement. Des méthodes qu'on appelle le training autogène de Schulz, qui vont consister à apprendre à ressentir toute une série de sensations, depuis la lourdeur dont je vous ai déjà parlé, jusqu'à la chaleur du ventre, etc., vont insister sur la perception physique de la détente. D'autres méthodes, telles que la relaxation musculaire progressive, vont au contraire beaucoup plus axer à prendre une détente complète des muscles du corps, allant au-delà des mâchoires, des épaules et des mains, et intégrant les muscles du front, les muscles abdomen, les muscles des jambes, etc., etc. Ces méthodes sont plus complexes et elles valent évidemment le coup, si j'ose dire, de les apprendre si on veut toujours progresser plus loin. Maintenant que vous savez vous relaxer, au moins de manière basique et simple avec la relaxation simplifiée que je vous ai présentée, comment l'utiliser? Il y a 3 façons d'utiliser la relaxation. Vous avez construit un bel outil, mais maintenant, l'outil, si vous le laissez dans la boîte à outils, il ne va rien construire. Cet outil, comment allez-vous vous en emparer et l'utiliser? 3 façons d'utiliser la relaxation. La première façon, que nous appelons la relaxation récupération, c'est-à-dire faire des pauses de relaxation, des pauses complètes où vous remettez l'organisme au repos. Et ces pauses vont durer quelques minutes, 2-3 minutes, et vous allez voir que vous avez énormément de possibilités de faire des pauses. Vous pouvez très bien les faire, par exemple, quand vous êtes, je sais pas, dans l'autobus ou le train qui vous ramène à votre domicile le soir, confortablement assis, ou même debout. On a vu qu'on pouvait faire ça debout. On ferme les yeux pour déconnecter un petit peu de l'environnement, et sans s'endormir évidemment. Eh bien, on relâche ses muscles, on respire tranquillement. Vous pouvez également faire cette relaxation à votre bureau, avant la pause déjeuner. Vous pouvez la faire aussi le soir, quand vous rentrez chez vous. Prenez le temps de décompresser et de décompresser votre corps. La relaxation récupération. Mais ce n'est pas suffisant. La deuxième utilisation, qui est sans doute la plus importante de la relaxation, c'est la relaxation minute. La relaxation minute, comme son nom l'indique, c'est très rapide. C'est quelque chose qui dure des fois quelques secondes. Et bien entendu, comme ça dure que quelques secondes, vous imaginez que pratiquer cette relaxation n'est pas une question de temps. C'est une relaxation qui se fait n'importe où. Et évidemment, vous allez voir que c'est extrêmement utile. C'est une relaxation qui va se faire très limitée. Certaines personnes, lorsqu'elles pratiquent la relaxation minute, eh bien, vont simplement faire 2 ou 3 mouvements du ventre. D'autres vont au contraire uniquement se focaliser sur la détente des mâchoires. Et c'est ainsi que, par exemple, nous avons formé des conducteurs de bus de la RATP à être capables de faire cette relaxation minute à un feu rouge. Quelques secondes. Nous avons formé les caissières de supermarché à être capables de faire cette relaxation minute pendant que le client cherchait sa carte de crédit. Cette relaxation minute, vous pouvez la faire devant votre ordinateur pendant que vous attendez que votre messagerie se charge. Vous pouvez la faire aussi pendant que la photocopieuse est en train de chauffer. Vous pouvez la faire quand vous attendez pendant quelques instants derrière une dame à un distributeur automatique de billets. L'idée est simple. Attente égale détente. Souvenez-vous de ce slogan extraordinairement important et vous allez voir que si vous programmez bien tout ça, c'est pas une fois, c'est pas 5 fois, c'est pas 10 fois, c'est 20 fois par jour de manière très limitée. Évidemment, ce n'est pas une grande relaxation, mais répétée et régulière que la relaxation va vous servir. Relaxation récupération, relaxation minute. Troisième type de relaxation, le plus difficile, et celui que je ne conseillerais pas d'emblée, vous relaxer en situation de stress. Alors là, j'ai entendu tellement dans ma vie de gens me dire « Mais docteur, quand je suis tendu, j'ai essayé de me décontracter. » Il est trop tard. C'est un peu comme si vous disiez « Quand il y a eu un incendie, j'ai essayé de jeter un verre d'eau. » Non. Le principe de la relaxation, c'est de jeter régulièrement des petits verres d'eau pour que l'incendie ne prenne pas. Une fois que l'incendie est là,
c'est très compliqué de l'éteindre. Donc évidemment, une fois que vous êtes en situation de stress, par exemple, d'un seul coup, votre appareil bug, d'un seul coup, vous êtes face à une personne absolument désagréable face à vous, vous voyez que vous n'avez pas fini votre boulot, vous êtes en plein état de stress, c'est sûr que la relaxation, sauf si vous êtes devenu maître dans l'art de la pratique de la relaxation ne vous servira pas à grand-chose. La relaxation est avant tout une technique de prévention du stress, de mise de repos régulière du corps qui, malheureusement, sous l'effet du stress, a sans cesse tendance à être activée. C'est une technique fondamentale qu'il faut savoir bien utiliser. C'est sans doute la technique la plus simple et l'une des plus efficaces pour gérer le stress. Vous l'avez sans doute remarqué, mais nous ne sommes pas tous égaux par rapport au stress. Dans une même situation, par exemple la remarque désobligeante d'un collègue ou une surcharge de travail importante qui arrive sur vous, certains vont être peu stressés, d'autres extrêmement stressés. Et cette différence en termes de niveau de stress que nous allons éprouver n'est évidemment absolument pas liée à l'aspect biologique du stress. Ce n'est pas parce que nous avons plus d'adrénaline, de cortisol, ou parce que nous avons des glandes surrénales plus petites ou plus grosses que nous allons être plus ou moins stressés. L'explication en fait est très psychologique. Et tous les chercheurs en psychologie du stress savent bien que l'un des éléments fondamentaux pour expliquer le stress, c'est l'évaluation que l'individu va faire des situations dans lesquelles il se trouve plongé. Prenons un exemple très simple. Imaginez que vous venez de réaliser un dossier, un travail extrêmement compliqué que vous avez transmis à votre supérieur et que vous attendez sa réaction et que celle-ci ne vient pas. Eh bien, 3 cas de figure. Dans un premier cas, si dans votre tête l'idée « il se fiche de moi quand même, j'ai fait ce travail en urgence et j'ai toujours pas de réponse, quand même c'est pas sérieux de sa part », c'est sûr que vous allez avoir du stress et que ce stress va se manifester énormément sous forme de la colère, du mécontentement. Si au contraire l'idée est la suivante, « oh là là, il ne me dit rien, il doit vraiment pas être content, je vais me faire saquer, c'est épouvantable », eh bien cela va générer bien entendu du stress, mais également une émotion d'anxiété. Enfin, imaginez que la pensée qui vous vient à l'esprit à ce moment-là, c'est du type « tiens, il n'a pas eu le temps encore de lire mon rapport, il est très pris et je vais lui en parler pour savoir quand est-ce qu'il pourra en prendre conscience », c'est évident que cette fois-ci, le niveau de stress est faible. Donc, si on se pose la question, finalement, qu'est-ce qui m'a stressé dans cette situation ? Eh bien, on s'aperçoit que la réponse, ce n'est pas le fait que mon supérieur ne m'ait pas répondu concernant le dossier que je lui ai transmis, mais ce qui m'a stressé, c'est la pensée qui était présente dans mon esprit. Et cette approche que l'on qualifie cognitive, évidemment du latin cogito, je raisonne, je pense, met l'accent sur nos pensées. Nos pensées sont sans doute l'un des facteurs les plus puissants à induire ou à ne pas induire de stress. Et cette approche qui se focalise sur nos évaluations permanentes des situations de stress avait été très bien formulée il y a maintenant plus de 2000 ans par des philosophes. Épictète, grand stoïcien du 1er siècle après Jésus-Christ, disait déjà « Ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes, mais l'idée qu'ils se font de ces événements. » Et de la même façon aujourd'hui, on pourrait dire « Ce n'est pas tel événement qui me stresse, mais c'est l'évaluation que je fais de cet événement qui est source de mon stress. » Alors évidemment, l'objectif de la gestion psychologique du stress ne va pas être de devenir des philosophes, mais en tout cas de faire une grande attention à tout ce que nous nous disons sans cesse. L'être humain se caractérise par beaucoup de choses qui le différencient de l'animal, et en particulier par la pensée. Chacun de nous pense en permanence. En permanence, nous nous parlons. Pendant que, par exemple, vous marchez dans la rue, vous dites « tiens, c'est une jolie voiture », ou vous dites « il faut que je pense à racheter du pain »,« tiens, je vais arriver en retard ». En permanence, nous nous tenons un petit discours intérieur. Ce discours intérieur, ce petit cinéma qui fait qu'en permanence sont générées des pensées, évidemment, va être encore plus fort en situation de stress. Quand vous êtes coincé dans un embouteillage, quand vous avez un collègue qui est désagréable avec vous, c'est sûr que des pensées très fortes arrivent dans votre esprit. Et la première chose à faire en gestion du stress, c'est de prendre conscience de ces pensées.
Prendre conscience de ces pensées parce que ce sont elles qui, évidemment, vont jouer un rôle extrêmement important dans la genèse de votre stress. Comment faire pour apprendre à gérer cette dimension psychologique du stress? Eh bien, dans un premier temps, cela va être relativement simple. Il va s'agir de prendre conscience de toutes ces pensées qui surviennent à notre esprit plus ou moins consciemment. Je dis plus ou moins consciemment, parce que des fois, ces pensées sont très fortes. C'est presque comme si on vous criait, du genre « Oh là là, il se fiche de moi !» ou du genre « Je ne vais pas y arriver !» ou « C'est épouvantable !» Mais des fois, ces pensées sont à bas bruit, et un petit peu comme une radio qui fonctionnerait à bas bruit au fond d'une pièce, il va falloir tendre l'oreille. Il va falloir s'écouter soi-même et se poser une question « Mais qu'est-ce que je suis en ce moment en train de me dire ?» Et pour réaliser cette identification des pensées stressantes, il y a un moyen relativement simple. Il s'agit de faire un relevé assez régulier des situations que vous rencontrez qui vous stressent et de relever les pensées qui y sont associées. Dans le relevé que vous voyez maintenant, on retrouve une première colonne indiquant le moment et l'heure où s'est produit le stress. Dans une deuxième colonne, on voit le facteur de stress. Par exemple, j'ai remis un rapport à mon supérieur et je n'ai pas réponse de sa part, ou autre situation, mon ordinateur vient de tomber en panne et j'ai un travail important à réaliser, ou troisième situation, ma collègue m'a fait une remarque et une critique absolument désagréable. Et vous voyez ensuite une troisième colonne où vous indiquez à quel niveau de stress vous vous êtes senti dans cette situation. Et la dernière colonne, de manière extrêmement importante, indique les pensées qui étaient présentes à votre esprit. Dans la première situation, la pensée « il se fiche de moi », je me décarcasse pour lui et il ne me répond même pas. Dans la deuxième colonne, « oh là là, c'est épouvantable, je n'arriverai jamais à terminer mon travail ». Et dans la troisième colonne, « c'est épouvantable, comment travailler avec une personne comme cela ». Et vous voyez évidemment que lorsqu'on aborde tranquillement ce relevé, on voit que les deux ennemis, les deux sources de stress, c'est bien sûr la situation en elle-même. Le fait qu'on vous critique désagréablement, le fait qu'un appareil tombe en panne, le fait que votre supérieur ne se comporte pas de façon extraordinairement bien avec vous, mais que le facteur sur lequel sans doute vous pouvez davantage jouer que le premier, c'est vos pensées. Ces pensées sont reconnues comme les pensées stressantes. Et donc il est absolument important de bien comprendre que dans chaque situation de stress, la manière dont vous l'évaluez représente non seulement l'une des causes essentielles, mais l'une des cibles majeures de ce que vous allez pouvoir faire pour changer et pour améliorer votre sentiment de bien-être au travail. Comment allez-vous faire? Eh bien, vous allez procéder tout simplement à ce qu'on appelle une critique de vos pensées. Ces pensées, il faut les soumettre à la critique. Un petit peu comme à un copain, une amie qui vous dirait « ben voilà ce qui m'est arrivé, tu te rends compte ?» Vous direz « mais attends, raisonne un peu différemment, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut voir la situation. » Il va donc falloir apprendre à, d'une certaine façon, challenger ces pensées. Face à une pensée qui est la vôtre, à savoir « il se fiche de moi, je n'y arriverai jamais, c'est catastrophique », il va falloir prendre du recul. Il va falloir se poser 3 questions. D'abord, est-ce vrai? Est-ce vrai qu'il se fiche de moi? Peut-être, en effet, y a-t-il une autre explication au fait qu'il ne m'a pas encore répondu? Cette première question est fondamentale. Et très souvent, nous pratiquons ce qu'on appelle la conclusion sans preuve. Quelqu'un bâille pendant que vous êtes en train de faire un exposé, vous en déduisez que vous ennuyez tout le monde, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'a pas dormi de la veille. Donc vous voyez que cette réalité de vos pensées doit être challengée. Est-ce vrai? La deuxième question qu'il faut se poser instantanément aussi, est-ce réaliste? Par exemple, votre appareil tombe en panne, est-ce que c'est réaliste de penser qu'un appareil ne tombera jamais en panne? Et donc, est-ce que c'est réaliste d'avoir la pensée que tout devrait superbement marcher chaque fois? Et la troisième question après, est-ce vrai, est-ce réaliste? C'est se poser la question, est-ce grave? Est-ce grave? Est-ce que c'est grave, finalement, qu'une collègue m'ait fait une remarque désagréable, qu'elle m'apprécie moins que je ne l'imaginais? Et donc, vous voyez qu'à partir de cela, nous reformulons différemment notre façon de voir le monde et nous développons ce qu'on peut appeler des compétences à gérer ces raisonnements et à prendre, d'une certaine façon, du recul, à apprécier et évaluer différemment les situations. L'un des grands problèmes de l'être humain par rapport aux animaux qui connaissent le stress, c'est que nous raisonnons. Et que les spécialistes dans la psychologie du stress nous le répètent, ce qui nous stresse, ce sont nos raisonnements. Parce que nous voulons sans cesse donner un sens à ce qui nous arrive et que ce sens peut être extrêmement destructeur pour nous. Donc, là encore, apprenons
à développer des nouveaux modes de raisonnement et de pensée. Reprenons notre relevé de situation et de pensée et ajoutons maintenant une colonne supplémentaire. Et dans cette colonne supplémentaire, nous allons essayer, ce qui est assez artificiel parce que ce n'est pas notre façon de fonctionner, de trouver d'autres pensées. Mon supérieur ne m'a pas donné de réponse concernant le dossier que je lui ai donné. Quel autre type de pensée pourrais-je avoir dans cette situation? L'appareil tombe en panne, quel autre type de pensée pourrais-je avoir dans cette situation? La collègue m'a fait une critique très désagréable, quel autre type de pensée pourrais-je avoir? Je dis bien pourrais-je au conditionnel parce que ce n'est pas ma façon de faire, mais c'est la façon que peut-être d'autres font. Donc une façon tout à fait aussi respectable, d'autres que moi qui sont moins stressés. Et une fois que j'ai défini ces nouvelles alternatives de raisonnement, de pensée, qui ne sont pas les miennes mais que d'autres peuvent avoir, donc qui ne sont pas complètement illogiques, eh bien j'essaye d'évaluer à quel niveau de stress je serais si j'avais ce raisonnement. Évidemment, si j'ai un raisonnement du genre « il n'a pas eu le temps de lire le rapport et c'est pas grave, je vais lui en parler », c'est sûr que mon niveau de stress chute instantanément. Si je dis « l'appareil est en panne », bien sûr, mais c'est pas grave, je vais essayer de m'organiser autrement et je vais faire autre chose pendant le temps qui va être réparé. On voit que cette pensée va être beaucoup moins stressante que la précédente. Et si, pour ma collègue, ma pensée c'est « après tout, on ne peut pas toujours faire plaisir à tout le monde et qu'elle ait parfois un jugement négatif sur moi, ça n'a pas beaucoup d'importance », là encore, on voit que je réévalue le stress différemment. On voit que la démarche en théorie est relativement simple, à savoir, je connais la situation stressante, je vois quelles sont mes pensées spontanées, je remarque à quel point elles induisent du stress en moi, j'essaye de trouver quelles seraient d'autres alternatives de pensée moins stressantes et je réévalue le niveau de stress que j'aurais si j'avais ces pensées un petit peu différentes. Eh bien, en pratique, les choses sont un petit peu compliquées, mais c'est une gymnastique à prendre et peut-être un petit peu, selon la méthode Coué, qui parfois peut être extrêmement utile, c'est se répéter sans cesse des phrases. Ce n'est pas si grave que quelqu'un ait un jugement négatif sur moi. Après tout, peut-être que cette personne ne m'en veut pas autant que ça. Un appareil qui tombe en panne, c'est inévitable, et ça peut arriver, et je ne peux pas espérer sans cesse que tout marche parfaitement. Et on voit qu'apparaissent là encore des choses extrêmement importantes à modifier ces raisonnements. Les chercheurs ont montré que modifier ses façons de raisonner, modifier ses pensées, c'est quelque chose de faisable. Nos pensées sont des habitudes, des comportements que nous avons appris. Alors évidemment, ces pensées sont liées à notre personnalité, à notre éducation, à nos valeurs, à nos façons de voir les choses, et des fois elles sont profondément ancrées, très profondes en nous-mêmes. Mais comme toute habitude, on peut essayer de s'en débarrasser. Ce n'est pas toujours facile, mais on peut y arriver. De même qu'on peut apprendre à parler une nouvelle langue, et même des fois, au bout d'un certain temps, à raisonner dans cette nouvelle langue, de la même façon qu'on peut arrêter de fumer, et Dieu sait si c'est des fois une habitude extrêmement tenace, eh bien on peut apprendre à fonctionner au niveau de ces évaluations, de ces raisonnements différemment. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important en termes de gestion du stress. S'il fallait un petit peu résumer cette approche psychologique du stress, j'aurais quelques messages à faire passer. Quelques grands principes au niveau de ce que l'on peut appeler les attitudes mentales. De même qu'un sportif sait que pour réussir, pour être bien, pour être dans le succès, il faut développer ce qu'on appelle le mental. Et souvent les sportifs de haut niveau vous disent que c'est peut-être la chose la plus importante, plus que la technique pour réussir, ce fameux mental. Et bien de même, développons un mental, développons une philosophie, développons une façon de regarder le travail beaucoup plus performante et qui nous permettra également d'être beaucoup moins stressé. Quelques conseils très simples pour cela. Premièrement, dédramatisons. Ne voyons pas dans tout ce qui arrive des catastrophes. Il y a des fois des catastrophes. Vous perdez votre travail, vous avez quelque chose de très dur dans votre vie, c'est une catastrophe. Mais est-ce une catastrophe d'être en retard à un rendez-vous? Je ne vais pas dire que c'est le bonheur, mais disons, c'est fâcheux, mais ce n'est pas catastrophique. Donc dédramatisons. Regardons davantage le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Trop souvent, les gens sont focalisés sur le négatif. Ils font attention, par exemple, qu'on critique qu'on leur donne. Mais ils ne regardent absolument pas ou ils entendent si peu les compliments qu'ils reçoivent. Troisième conseil, ne personnalisons pas. Si quelque chose vous arrive, ce n'est pas forcément pour vous. Si la caissière de supermarché est désagréable avec vous à ce moment-là, ce n'est pas qu'elle vous en veut peut-être à vous personnellement, c'est peut-être qu'elle a des soucis dans sa vie personnelle, donc ne personnalisons pas. Quatrièmement,
Ne surinvestissons pas au travail. Bien sûr, le travail est quelque chose d'important et il doit nécessiter qu'on donne beaucoup de soi-même. Mais réfléchissons bien, il n'y a pas que le travail dans la vie. D'autres choses sont importantes pour nous et ça, il faut y faire attention. Nous savons bien dans les recherches scientifiques que des personnes extrêmement stressées sont souvent les personnes qui ont surinvesti leur travail. C'est ce qu'on appelle des fois les accros du boulot, les gens, les workaholics comme on dit en utilisant une expression anglaise, c'est-à-dire les alcooliques du travail. Ces gens pour lesquels le travail représente tout, eh bien non, je crois que même les employeurs devraient comprendre que le surinvestissement est mauvais parce que ces gens vont craquer et parce qu'en plus, on se ressource aussi ailleurs que dans le travail. Et puis dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est l'humour. Beaucoup de situations peuvent être regardées de manière un peu catastrophique, un petit peu gênante ou même extrêmement stressante. Prenez de la distance. Regardez ça comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre qu'à vous et vous verrez que beaucoup de situations peuvent être prises avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de détachement. Là encore, l'humour, la mise à distance, la rationalisation, la dédramatisation sont des attitudes mentales qui nous protègent du stress et qui font que des situations pourtant difficiles seront vécues avec des niveaux de stress beaucoup plus bas et beaucoup plus acceptables pour nous-mêmes. Le stress, c'est pas seulement dans notre corps, le stress, c'est pas simplement dans notre tête, le stress, c'est aussi dans nos actions, dans nos comportements, dans nos actes. D'ailleurs, si on revient à une conception extrêmement scientifique du stress, qu'est-ce que le stress? On s'aperçoit que le stress, c'est toute une mécanique dont le seul objectif, la seule finalité, c'est nous pousser à agir. Les hormones qui sont libérées dans notre sang en période de stress, l'adrénaline ou le cortisol, qui tendent nos muscles, qui accélèrent notre cœur, les émotions qui apparaissent dans notre tête, la peur ou la colère, ou l'agacement ou l'inquiétude, ont pour objectif extrêmement précis de nous pousser à agir. Agir face aux stresseurs. D'ailleurs, les anglo-saxons qui ont étudié depuis fort longtemps la finalité de la réponse de stress, à quoi cela sert d'être stressé, ont insisté sur le fait que cela nous mobilisait à deux comportements primaires, l'attaque ou la fuite. Fight or flight, les mots sont plaisants en anglais parce qu'ils sont très proches, mais il veut dire que face à un stresseur, aussi bien les hormones que les émotions que nous avons nous mobilisent pour attaquer le stresseur, le détruire, ou au contraire le fuir, c'est-à-dire s'en échapper. Et n'y a-t-il pas en effet de meilleure façon de gérer une situation difficile que de la détruire ou de la fuir? Chez l'animal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et les comportements les plus primaires de stress chez l'homme aussi sont de cette façon. Nous avons tendance en situation de stress à adopter des comportements d'attaque, des comportements d'agressivité ou au contraire des comportements de passivité, des comportements de fuite. Prenons un exemple très simple. Imaginez qu'un collègue régulièrement vient dans votre bureau pour consulter des dossiers et qu'il fiche la pagaille, c'est-à-dire qu'il ne reclasse pas tout ça. Vous êtes à un niveau de stress élevé parce que évidemment cela perturbe votre travail. Et comment allez-vous vous comporter? Eh bien vous allez vous comporter de deux façons possibles si vous êtes extrêmement primaire en termes de stress. Soit vous allez être extrêmement agressif avec lui et vous allez lui dire un mot à peine châtié, à quel point il est désagréable, à quel point c'est épouvantable de travailler avec lui, etc. C'est le comportement d'attaque, c'est le comportement agressif. Ou au contraire, vous allez avoir une attitude extrêmement passive, vous allez rien dire, vous allez supporter, vous allez maugréer, vous allez lui en vouloir, mais vous n'oserez pas, j'allais dire, l'aborder et parler avec lui de la situation. Ces deux comportements, vous l'avez compris, sont des comportements inadaptés, sont des comportements de stress. L'être humain, à la différence des animaux, peut se comporter d'une autre façon. Une façon qui est ni la passivité, ni l'agressivité. On appelle ça la façon affirmée, qu'on appelle aussi, en utilisant un langage anglo-saxon, la façon assertive. C'est quoi être assertif? Eh bien, d'abord, c'est d'être ni passif ni agressif. C'est-à-dire qu'on va aller vers l'autre, lui expliquer où se trouve le problème, mais en même temps, ne pas l'attaquer. C'est de lui dire quelque chose du genre « Je sais en effet que lorsque tu viens regarder des dossiers dans mon bureau, tu fais ça assez rapidement parce que tu es très pris aussi par le temps et que tu n'as pas toujours la possibilité de tout remettre en place, mais c'est quelque chose qui me dérange beaucoup et je tenais à en parler. »
On voit que dans cette situation, dans ce comportement relationnel à l'autre, on ne peut pas dire qu'on a été passif parce qu'on a abordé clairement le problème, mais on ne peut pas dire non plus qu'on a été agressif parce qu'on n'a pas démoli l'autre. Eh bien, le concept d'affirmation de soi qui a été développé depuis de nombreuses années dans l'étude des comportements humains et des relations humaines, est apparu comme un des grands facteurs de protection vis-à-vis du stress. Parce que l'affirmation de soi, comme vous le voyez dans le tableau présenté, est quelque chose qui est utile au niveau matériel. C'est évident que lorsque vous n'êtes pas affirmé, vous n'obtenez pas des autres grand-chose. Si par exemple dans un restaurant on vous sert une viande trop cuite et vous dites rien, c'est sûr que matériellement votre viande vous allez la garder. Si vous êtes très agressif, il se peut qu'au niveau matériel on vous change la viande, donc vous obtiendrez un résultat matériel, mais en étant affirmé, vous l'obtiendrez tout autant. On voit également que l'affirmation de soi est quelque chose qui au niveau relationnel est extrêmement important. Parce qu'en étant passif, évidemment, on a de bonnes relations avec l'autre. L'autre vous considère comme une bonne poire, vous êtes toujours agréable, vous n'osez pas vous plaindre, etc. Et que lorsque vous êtes agressif, bien entendu, vous êtes vécu comme quelqu'un de désagréable. Mais quand on est affirmé, on est également vécu comme quelqu'un d'agréable. Donc on voit qu'au niveau non seulement matériel, mais au niveau relationnel, être affirmé, c'est gagnant. Et pour le dernier niveau, qui est évidemment celui qui nous intéresse énormément dans la problématique de stress, au niveau émotionnel, comment êtes-vous? Eh bien, je peux vous dire que quand on est passif, on n'est pas bien dans sa peau, on se fait du mal parce qu'on ressasse et on n'est même des fois pas fier de soi-même. Et quand on est agressif, on génère aussi en soi-même des émotions très fortes. Donc la passivité et l'agressivité au niveau émotionnel n'est pas du tout souhaitable, alors qu'être affirmé vous fait gagner au niveau émotionnel. Donc vous voyez que l'affirmation de soi est quelque chose d'extrêmement important. Toutes les études aussi scientifiques sur quelles sont les personnes les plus stressées et quelles sont les moins stressées montrent que les personnes qui disposent de bonnes compétences relationnelles, qui savent s'affirmer dans plein d'occasions de la vie professionnelle sont beaucoup moins stressées que les autres. Et dans quel genre de situation l'affirmation de soi s'applique-t-elle dans l'environnement stressant du travail? D'abord, lorsqu'on veut faire des demandes, quand on veut demander quelque chose à quelqu'un, lorsqu'on veut refuser, lorsque par exemple vous êtes surchargé de travail et qu'on vous redonne des choses. Par exemple, quand on doit faire une critique à quelqu'un qui n'a pas fait ce que vous attendiez de lui, etc., etc. On voit donc que l'affirmation de soi représente l'une des voies royales aussi au niveau de ses comportements pour développer un mode de fonctionnement avec les autres qui ne soit pas source de stress. Car là aussi, il faut savoir que lorsqu'on regarde quelles sont les sources de stress au travail, j'ai tendance à dire que souvent cette source de stress, elle a un nom et un prénom. Autrement dit, ce sont les autres. Les autres sont des grands facteurs de stress pour vous. Déjà, Claude disait il y a fort longtemps, l'homme est un loup pour l'homme. Je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais l'un des grands facteurs qui stressent les gens au travail, ce sont les relations avec les autres. Et lorsqu'on développe des comportements relationnels efficaces, qui donc abandonnent les comportements de stress, de passivité ou d'agressivité, eh bien, non seulement on est mieux soi-même, mais on entre également dans une relation avec l'autre beaucoup plus apaisée, beaucoup plus efficace et beaucoup plus riche en termes émotionnels. Vous l'avez sans doute remarqué, mais le stress, c'est extrêmement contagieux. Évidemment, la transmission ne se fait pas par une bactérie ou un virus, ce n'est pas contagieux au sens médical, mais lorsque on est stressé, on stresse les autres, et lorsque les autres sont stressés, ils nous stressent. Et c'est vrai que dans l'environnement du travail, la tendance à généraliser, à répandre, à diffuser le stress est quelque chose que l'on observe très souvent. Donc, ce qui est important aussi lorsqu'on aborde la gestion de son propre stress, c'est de faire attention à ne pas stresser les autres. Et ils vous le rendront bien, parce que si eux-mêmes sont plus zen, sont mieux dans leur peau, et bien vis-à-vis de vous, ils ne seront pas un facteur de stress supplémentaire. Pour ne pas stresser les autres, c'est relativement simple. D'abord, il va falloir faire extrêmement attention à nos propres comportements. Et nous avons vu précédemment qu'avoir des comportements affirmés, c'est-à-dire ne pas être agressif ni passif envers les autres, est quelque chose qui évite à la personne qui reçoit votre remarque d'être extrêmement stressé. C'est sûr que quand on attaque quelqu'un, quand on le critique violemment, quand on est désagréable avec lui, eh bien c'est quelque chose qui va le mettre à un niveau de stress élevé et qui, bien entendu, se reportera envers vous plus tard.
Là encore, on s'aperçoit que être affirmé, c'est quelque chose qui, pour vous, vous fait du bien, parce que ça vous évitera de vous mettre dans des états émotionnels trop forts, comme par exemple la frustration d'être inhibé, ou au contraire, l'activation émotionnelle forte d'être en colère, mais qui aussi permettra à l'autre de ne pas se retrouver dans une situation de stress pour lui-même, et donc de ne pas vous restresser. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous avez confié à un collègue le soin de réaliser un travail qui vous est cher, qui représente quelque chose d'important pour vous, et que ce collègue, à l'évidence, a mal fait son boulot, qui vous rend un dossier mal ficelé, et que, évidemment, cela vous stresse énormément, parce que cela a un impact sur vous-même, votre propre travail, etc. Mais la manière dont vous allez vous adresser à ce collègue va déclencher ou pas du stress chez ce collègue. Alors évidemment, certaines personnes pensent que la meilleure façon de se débarrasser du stress, c'est de le refiler à l'autre, et comme ça, tout le monde se refile le stress entre soi, et les niveaux de stress montent dans les entreprises, et tout le monde est stressé, et on aboutit à cette constatation que je faisais tout à l'heure, à savoir que le stress devient complètement contagieux au sein d'équipe. Vous décidez donc d'aller aborder ce sujet, ce problème avec votre collègue, avec un objectif d'être davantage constructif que destructif. Souvent d'ailleurs, on s'aperçoit que lorsqu'un problème surgit entre des personnes, source évidemment très forte de stress, on a le sentiment que c'est plus régler des comptes que de trouver une solution au problème. Et donc la façon adéquate, si l'on peut dire, d'aller voir ce collègue, c'est à la fois de se respecter soi-même. Se respecter soi-même, c'est de bien lui expliquer qu'il vous a créé un problème, puisque ce travail que vous attendiez n'a pas été fait, mais c'est aussi de le respecter lui, c'est-à-dire de ne pas le ramener plus bas que terre, l'agresser, le stresser, etc. Et on voit évidemment que dans ce cas-là, la notion d'empathie est une notion extrêmement forte. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? L'empathie, c'est un petit mot, là encore, que tout le monde connaît. Mais c'est un mot, je ne suis pas sûr que tout le monde comprend. L'empathie, c'est une notion relativement simple qui explique que l'on comprend l'autre. C'est-à-dire qu'on se met à la place de l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on l'accepte forcément. Prenons un exemple concret. L'empathie dans la situation que je vous indiquais, c'est comprendre que l'autre a peut-être été débordé, qu'il n'a pas eu le temps, qu'il n'a pas eu les moyens suffisants, les ressources nécessaires pour faire correctement son travail. Mais comprendre le problème qu'a eu l'autre, ce n'est pas forcément l'accepter. Et donc l'empathie est sans doute quelque chose de fondamental. L'empathie fait aussi référence aux émotions. Et à travers cet exemple, je voudrais aborder un aspect fondamental du stress au travail, c'est le problème des émotions. Nous avons des émotions au travail, nous sommes mécontents, nous sommes inquiets, nous sommes découragés, nous sommes aussi parfois heureux. Heureusement qu'il n'y a pas que les émotions négatives, mais beaucoup d'émotions négatives circulent dans le travail. Alors évidemment, quand on a une situation qui ne correspond pas exactement à ses attentes, qui nous pose problème, qui génère en nous des difficultés, nous sommes stressés, nous avons des émotions. Et d'aller en parler avec les autres, eh bien, va d'une certaine façon faire circuler les émotions. Et nous allons peut-être de la même façon créer des émotions chez l'autre, l'émotion du ressentiment, la personne va trouver absolument incroyable et va pas être contente que vous la critiquiez, au contraire des émotions de peur, c'est-à-dire oh là là, comment est-ce qu'il me juge maintenant, est-ce que moi qui n'ai pas fait le travail comme il l'attendait, et donc on a toute une ambiance émotionnelle importante. Les émotions au travail sont des éléments parfois extrêmement toxiques dans l'environnement, dans les relations humaines, dans les relations sociales. Et les émotions au travail doivent être abordées. Le travail est un lieu d'émotion. On a trop souvent cru que le travail était un lieu rationnel, dans lequel les émotions n'avaient pas le droit de citer, dans lequel les états d'âme n'avaient pas place. C'est faux, nous avons des émotions. Et être capable de comprendre ses propres émotions, et on l'a vu tout au long de cette vidéo à travers la gestion du stress, mais comprendre aussi les émotions de l'autre, crée ce que l'on appelle d'un mot ou d'un concept un petit peu général mais facile à appréhender, l'intelligence émotionnelle. Soyons émotionnellement intelligents pour soi-même, et c'est ça la gestion de son propre stress. Soyons émotionnellement intelligents pour les autres, et c'est ça aussi l'empathie. Et lorsqu'on développe un climat dans lequel les émotions peuvent circuler au lieu d'être refoulées, dans lequel les émotions sont gérées au lieu d'être explosées et d'être dangereuses, eh bien nous créons des climats propices à vivre dans une atmosphère beaucoup plus zen. Donc vous voyez que dans une approche très égoïste de son propre stress, travailler sur le stress des autres
est également quelque chose de très encourageant et en tout cas qui vous donne des résultats. Le stress met à rude épreuve notre organisme. Un peu comme le moteur d'une voiture qui affronterait des environnements extrêmement difficiles. Et ce moteur serait amené à tourner très vite, à chauffer, et donc à prendre le risque de craquer. Eh bien, cette analogie avec un moteur de voiture est extrêmement importante pour comprendre ce que sont les facteurs de protection vis-à-vis du stress. Lorsque un moteur tourne vite, parce que les côtes sont fortes, parce que la température extérieure est terrible, eh bien, c'est en effet parce qu'il affronte des environnements, des facteurs de stress extrêmement puissants. Et on a vu, en effet, que pour faire en sorte que le moteur de la voiture souffre moins, eh bien, peut-être qu'il faut prendre des côtes moins fortes, c'est-à-dire réduire les stresseurs. Si le moteur tourne aussi très fort et très vite, et dangereusement pour son état, c'est aussi peut-être parce que la voiture est mal conduite, qu'il faut peut-être passer des vitesses à certains moments. Et on voit donc en effet l'importance de gérer le stress à travers la manière dont on pilote la voiture dans cet environnement extrêmement stressant que représentent les routes, les côtes, les montées, etc. Ça, c'est ce que nous avons vu. Mais qu'est-ce qui peut permettre au moteur de résister davantage? Eh bien, c'est d'abord de l'huile et aussi peut-être de l'eau dans le radiateur. L'huile dans le moteur et l'eau dans le radiateur sont des facteurs de protection qui vont éviter que même si la voiture tourne vite, même si le moteur s'échauffe, qu'il va pouvoir résister. Et chez l'homme, dans la problématique du stress au travail, on sait bien qu'il y a de grands facteurs de protection. Des facteurs qui vous aideront à résister au stress, même si les facteurs et les sources de stress sont encore là, et qui vous permettront de ne pas craquer face au stress. Ces facteurs aujourd'hui de protection vis-à-vis du stress sont bien connus. On peut les classer en 3 grandes catégories. La première catégorie est une évidence absolue. Et je suppose que je ne vous apprendrai pas grand-chose en vous disant qu'une hygiène de vie parfaite est fondamentale pour résister au stress. Les hommes politiques surchargés par des facteurs de stress, les cadres supérieurs, les grands dirigeants d'entreprise, les sportifs ont tous des vies saines. L'hygiène de vie est une des façons de se protéger, de résister au stress. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, d'abord les faux amis du stress, il faut y faire extrêmement attention. J'appelle ça les faux amis parce qu'on a l'impression qu'en fumant une cigarette, qu'en buvant un petit verre de vin, qu'en prenant un peu de café, eh bien ça nous aide à résister au stress. C'est une sensation instantanée, et c'est vrai que des fois ça peut alléger ou nous permettre de réduire un peu nos stress, mais à long terme, ce sont des comportements extrêmement dangereux en termes de stress. Une alimentation saine, c'est-à-dire une alimentation équilibrée qui favorise les fruits, les légumes, les produits non trop gras, éviter les sucres d'assimilation trop rapides, etc. Avec l'activité physique, ce sont des éléments centraux. L'activité physique. Revenons quelques instants là-dessus. Pendant des siècles, pendant des millénaires, l'homme a été exposé au stress. Mais à quoi aboutissait le stress chez l'homme? À bouger, à courir, à se démener, à gesticuler. Aujourd'hui, le stress, nous le rencontrons complètement sédentaire. Et j'ai tendance à dire que les 2 S, stress et sédentarité, c'est le cocktail dangereux pour la santé. Bougeons! Les consignes, ce n'est pas simplement de faire du sport, mais simplement de remuer. Prenez l'escalier plutôt que l'ascenseur, descendez une station de bus ou de métro avant pour continuer à pied, remuez-vous. On sait bien que l'activité physique, remuer le corps, est quelque chose de fondamental. Donc vous voyez que le premier facteur de protection, c'est ce que tous les médecins vous répètent sans cesse, et je n'y manquerai pas, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie et une activité physique. Le deuxième aspect extrêmement important, ce sont les émotions positives. Le stress, et nous en avons beaucoup parlé depuis le début de cette vidéo, le stress mobilise énormément de choses négatives, des pensées négatives, des émotions fortes, de la peur, la colère, etc. Et le travail malheureusement
de plus en plus, et nous pouvons le regretter, est davantage source d'émotions négatives que positives. Il nous appartient de réinjecter massivement des émotions positives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se faire plaisir. Il ne faut jamais louper un moment pour se faire plaisir. Et un petit plaisir, même tout simple et fondamental. Prenez 10 secondes pour écouter un petit air de musique que vous aimez bien. Prenez 30 secondes pour appeler un être qui vous est cher. Prenez 5 secondes pour vous remémorer une belle image de vos dernières vacances au soleil. Utilisez la sollicitation des émotions positives. Prenez le temps de rire. Rire est l'un des facteurs les plus puissants pour lutter contre le stress. Et les études scientifiques ont montré que la rigolothérapie, c'est une drôle façon d'appeler la thérapie par le rire, stimulait des hormones à l'intérieur du cerveau, les endorphines, qui contrebalançaient les effets nocifs des véritables hormones de stress. Donc vous voyez, ayez de l'humour, riez, prenez plaisir, ayez un hobby dans votre vie. Ne pensez pas que le travail c'est tout, faites-vous plaisir. Les gens qui vous expliquent qu'ils ont métro, boulot, dodo, eh bien, sont des gens qui résisteront moins au stress. Ayez n'importe quel hobby, que ce soit la clarinette hindoue, que ce soit la collection de timbres d'Andorre, que ce soit les recettes du cuisine du lapin, peu importe, un hobby protège du stress. Hygiène de vie, activité, émotion plaisante, et troisièmement, le support social. Là encore, vis-à-vis du stress, nous serons d'autant plus forts, nous résisterons d'autant mieux au stress que nous aurons le sentiment de ne pas être isolés. Toutes les études montrent que les gens qui sont isolés, eh bien un facteur de stress identique à ceux qui au contraire autour d'eux beaucoup de soutien, eh bien ces gens-là vont avoir beaucoup plus de problèmes de stress. Le soutien social, comme c'est cela qu'on appelle en psychologie de la santé, est fondamental. Et là encore, s'entourer de gens, de confidents, de gens à qui on peut exprimer ses difficultés, non pas pour les embêter avec ses propres problèmes, mais avec qui on peut se confier, des amis, que ce soit à l'intérieur du travail, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'extérieur du travail, sont fondamentaux. Le soutien qu'on peut obtenir des autres n'est pas simplement un soutien matériel, qu'ils vous aident des fois en cas de difficulté. Ce n'est pas simplement un soutien d'estime, c'est-à-dire de savoir qu'il y a des gens qui vous considèrent comme quelqu'un de bien, mais c'est aussi un soutien émotionnel, c'est-à-dire de gens qui peuvent partager avec vous à la fois vos plaisirs et vos difficultés. Et vous voyez que ces trois facteurs de protection sont indispensables. Le monde du travail est un monde riche en stresseurs. Il est de notre devoir, et ça c'est une approche qui ne regarde que nous, et rarement l'entreprise, il est de notre devoir de nous carapacer, de nous protéger, de construire une armure pour nous protéger du stress. J'ai essayé tout au long de cette vidéo non seulement de vous expliquer ce qu'était le stress, c'est-à-dire un phénomène, bien entendu, réel, que chacun de nous connaît à plus ou moins forte dose dans le travail, un phénomène bien compris des scientifiques, un phénomène pour lequel nous savons qu'il existe des solutions. Le stress est une réalité, mais le stress n'est pas forcément une fatalité dans le monde du travail. Je vous ai longuement parlé de ce qui nous appartient à nous, individus, de faire pour gérer le stress. La gestion du stress représente aujourd'hui pas simplement une technique parmi d'autres, mais représente une compétence fondamentale. Vous savez, quand on regarde le monde du travail, on se dit de quelles compétences doit-on disposer? Sans doute avons-nous besoin de compétences techniques. C'est vrai, quand vous êtes ingénieur, quand vous êtes infirmière, quand vous êtes architecte, quand vous êtes maçon, vous avez besoin de compétences extrêmement techniques. Vous devez apprendre un métier, sa technique, ses pratiques. Nous avons besoin aussi de compétences un peu plus élargies. L'anglais devient une des compétences importantes dans beaucoup de milieux professionnels. Comprendre et manier les outils informatiques sont également des compétences nouvelles. Il y a 30 ans, ce genre de compétences n'était pas requise. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, vu le tableau que représente le monde du travail aujourd'hui, il est une compétence essentielle, gérer du stress. Malheureusement, et j'allais dire de manière un peu cynique, comme c'est le cas pour tout ce qui est important dans la vie, en général, ça ne s'apprend pas. On vous apprendra plein de choses, mais rarement on vous apprendra à gérer du stress. Moi, je me souviens un jour d'un cadre d'entreprise
que j'avais eu l'occasion d'accompagner dans ces problématiques de stress. Et le jour de sa retraite à laquelle il m'avait invité, il m'avait dit « Vous savez, j'ai appris beaucoup de choses dans ma longue carrière professionnelle. J'ai appris à manier l'informatique, à apprendre l'anglais, à faire des PowerPoint, à faire des tableaux Excel, j'ai appris plein de choses. La chose qui a été la plus importante pour moi, c'est d'apprendre à gérer du stress. Pour les conducteurs d'autobus, pour les caissières de supermarchés, pour les managers, pour les cadres d'entreprise, cette compétence est reconnue depuis longtemps dans beaucoup de pays anglo-saxons. Les managers sont formés à gérer du stress. Ça leur semble, pour ces entreprises qui offrent ce type de formation, quelque chose d'essentiel. Gérer du stress est une des compétences les plus modernes. Comment allez-vous faire? Je crois que gérer du stress est une très belle ambition. La gestion du stress, c'est un apprentissage. Et vous savez que dans tout apprentissage, il y a nécessité de respecter un certain nombre de choses. Cela est vrai si vous décidez d'apprendre une langue étrangère ou de pratiquer un sport que vous ne connaissez pas. Et les mots-clés concernant un apprentissage efficace, c'est premièrement la régularité et la progressivité. Régularité, ça veut dire que tout ce dont nous avons parlé, il va falloir l'intégrer progressivement dans sa vie. C'est une contrainte, mais vous verrez que c'est une contrainte bien moindre que toutes celles auxquelles on est exposé dans la vie de tous les jours. Et la progressivité, c'est d'attendre que les résultats apparaissent petit à petit, d'être relativement modeste et de les encourager. Les thèmes sur lesquels vous allez travailler, et Dieu sait s'ils sont importants, et Dieu sait s'ils peuvent vous apporter énormément de choses en termes de bien-être au travail, c'est la meilleure connaissance des facteurs de stress qui sont les vôtres. C'est la meilleure connaissance de votre façon de réagir au stress. C'est l'apprentissage de techniques de relaxation qui vont vous aider à décontracter votre corps. C'est évidemment le développement d'attitudes mentales différentes, l'adoption de comportements relationnels vis-à-vis des autres, un petit peu moins stressants et un peu plus affirmés. Et enfin, l'acquisition et la mise en place de plus en plus massive de facteurs de protection. Tout au long de cette vidéo, je vous ai indiqué les moyens d'améliorer vos savoir-faire, vos compétences, vos techniques dans chacun des domaines de la gestion du stress. Enfin, et peut-être un dernier conseil pour rendre le plus efficace possible votre programme de gestion de stress et avoir cette belle aventure qui peut vous conduire vers un meilleur bien-être au travail. Associez quelqu'un à votre démarche. Impliquez soit un proche de votre famille, soit un collègue de travail, non seulement dans les objectifs que vous êtes fixés, mais aussi dans le partage de vos réussites et de vos échecs. Souvenez-vous que la route n'est jamais complètement droite dès que l'on veut apprendre quelque chose. Vous allez rencontrer des difficultés, à savoir vous relaxer, à modifier des attitudes mentales, à vous comporter avec des collègues, mais ce n'est pas grave. À partir du moment où vous avez décidé que gérer le stress est une priorité pour vous, que vous ne voulez plus vous gâcher la vie avec un stress qui vous fait mal, eh bien, vous y arriverez toujours.